On se dit souvent, je suis timide, je suis pas bon pour la vente. Au contraire. Ouais, parce que du coup, il parle moins. Je regarde tout de suite, moi, le pourcentage de combien il a parlé et combien l'autre il a parlé. Et là, je vois 70-30. 70-30. En fait, tu sais pas à qui tu parles. Tu connais rien. Donc, ferme-la, en fait. Le closing par téléphone, c'est pas juste pousser les gens à acheter un truc dont ils n'ont pas besoin? Bah si, un peu aujourd'hui, ouais. Il faut être cohérent. Les gens qui sont derrière le téléphone, ils sont aussi là pour gagner leur vie. Il y a personne qui va passer 1 heure de son temps avec toi et qui va manger des croquettes à la fin du mois. Donc nous on a quitté la France, toi aussi, il y a 4 ans maintenant. Pourquoi ce choix? Parce que j'avais pas la puce assez large. Tu étais coach sportif et tu gagnais moins de 2000 € par mois. Certains mois, c'est vrai. Un bon produit se vend tout seul. C'est faux. Tu as fait ton premier million en moins de 3 ans. Oui. Le closing par téléphone, c'est de la manipulation. Oui. 90% des entrepreneurs ne savent pas vendre. Oui. Tu as formé plus de 10 000 personnes à la vente. Vrai. La vente, ça ne s'apprend pas à l'école et c'est un scandale. C'est un scandale, c'est vrai. La meilleure pub du monde ne rattrape pas une mauvaise offre. Vrai. En France, vendre c'est mal vu. En Amérique, c'est un art. Vrai. Un closer gagne mieux sa vie qu'un ingénieur. Faux. La peur de vendre, c'est la peur du rejet déguisé. Vrai. Tu as quitté la France pour vivre à l'île Maurice. Vrai. Tu aurais pu rester coach sportif et être heureux. Vrai. L'IA va remplacer les commerciaux humains d'ici 5 ans. Faux. Ouais, c'est intéressant à faire à rebondir sur ce sujet-là. Bienvenue Mathias Nézard dans notre podcast. Plaisir. Après 4 ans sur le même territoire, nous nous sommes jamais croisés, sauf il y a 2 jours. Ouais, très vrai. On est très content que tu sois là aujourd'hui pour parler vente, sales, sans être un gros vendeur de tapis et justement en maîtrisant cette compétence qui est hyper importante pour nous les entrepreneurs et pour tous les entrepreneurs qui nous regardent et les porteurs de projets. Donc là, on a été chercher quelqu'un qui est très solide sur ce sujet-là. Donc merci d'avoir été présent. Merci à vous les gars pour l'invitation. Super cool. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours sur tu bossais pour quelle boîte avant d'avoir eu le déclic de te lancer en ligne, etc. Qu'est-ce que tu faisais? Qui était Mathias avant de devenir rentier à l'île Maurice? Alors, si on fait le parcours vraiment depuis mon plus jeune âge, on va dire que le premier vrai métier que j'ai trouvé et dans lequel j'ai trouvé du sens, c'était à 21 ans. C'était l'arrivée du fitness en France, des clubs Moving pour ceux qui s'en souviennent, les premières chaînes de fitness, etc. Donc j'ai trouvé un job chez Moving qui très vite après s'est fait racheter par un autre groupe et c'est là-bas que j'ai appris ce qu'on appelle le closing aujourd'hui, qui est plus précisément la vente transformationnelle, donc vendre du coaching, vendre une transformation. À l'époque, on vendait des cures de coaching qui pouvaient dépasser les 1000 € à l'année. C'était, tu vois, fallait monter des dossiers de financement. C'était vraiment le début du fitness en France. Et j'étais passionné parce que j'apprenais, parce que j'étais un passionné de sport en parallèle. Donc, je découvre la vente transformationnelle. Je me dis, c'est génial. Je fais 2 ans. Ça se passe super bien. Et là, je comprends qu'il serait peut-être temps que je vende mes propres coachings. Ouais, parce que tu devais en enquiller des packs à 1000 €. Je passais ma journée en fait à voir des personnes qui voulaient se transformer physiquement, vendre des abonnements à la salle avec des cures de coaching derrière, etc. Et là, je me dis bon, la suite logique, c'est que je devienne coach sportif. Donc là, je retourne sur les bancs de l'école, je passe un BPGEPS AGFF double mention pour devenir coach sportif diplômé d'État en France et me lancer à mon compte. Donc après ça, je me lance à mon compte en tant que coach sportif. Et c'était pas une formation sales que tu voulais faire plutôt par rapport à te dire je vais faire coach sportif? Est-ce que c'est ça qui t'a rapproché le plus de tes objectifs ou? Non, parce que pour moi en fait au niveau du sales, j'aimais tellement la vente transformationnelle, la vente de coaching que tout ce que je voulais c'était encaisser ce que j'encaissais dans la salle pour moi. Parce que je voyais que j'envoyais les clients à des coachs sportifs. Au final, les clients revenaient me voir, ils me posaient des questions. Je me suis dit mais en fait je passe ma vie dans les salles de fitness. Je m'entraînais déjà à cette époque 2 heures par jour. J'étais un mordu de salle de sport et tout. Donc je me suis dit non, je vais me lancer en tant qu'indépendant. Je vais faire mon truc quoi. C'était inné la vente pour toi? Je pense que c'était plus ou moins inné. Ouais. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence peut-être émotionnelle, relationnelle comme on pourrait l'appeler, qui est assez innée chez moi. Ouais. Okay. Je pense vraiment. Bah, du coup, c'est-à-dire que ça s'apprend ou pas la vente? Ouais, ça s'apprend. Après, c'est un peu comme tout. Je pense que même si ça s'apprend, il y a des personnes qui sont prédisposées, d'autres non. Tu vois. Tu penses qu'il y a des gens qu'on peut rien en faire? Si, je pense que tout le monde peut devenir correct en vente, mais tout le monde ne peut pas devenir excellent. Ouais. Ça, c'est une certitude. Bah parce que écoute, compréhension, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas dans le caractère, dans le tempérament de tout le monde. Si tu analyses les différents types ou les différents archétypes, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde n'est pas drivé par les mêmes choses, tout le monde se comporte pas pareil face à une objection, du rejet. Ouais. Il y a plein de choses, la personnalité, l'histoire, etc. Donc t'as beau faire ce que tu veux,
il y a des gens, il y a des gens, ils peuvent pas faire ça, tu vois. Voilà. Est-ce que je coupe, pardon, mais est-ce que tu penses que pour être un bon vendeur, il faut avoir la tchatch? Non, je pense pas forcément qu'il faille avoir la tchatch. Je pense que la vision de la vente, et attention, faut bien distinguer vente transactionnelle de vente transformationnelle. C'est deux choses différentes. Quand tu vends un changement, que tu vends une transformation, c'est pas la même vente qu'une paire de chaussures ou même qu'un appartement, tu vois. Donc moi, je suis pas en train de te parler de vente transactionnelle, je suis vraiment en train de te parler de vente transformationnelle, etc. Très intéressant ce parallèle. Dans les douleurs, l'histoire, c'est un autre type de vente. Ouais, totalement. Totalement, parce que nous, on a des commerciaux, on a pris des commerciaux extérieurs, qu'on va dire qui sont des, je connaissais pas ce truc de transactionnel, j'ai jamais conscientisé ça. Et généralement, il leur faut 1 ou 2 jours. Ils se sont pris plein de claques dans la tête. Ouais. Tu vois, ils disent putain, qu'est-ce qui se passe? Et pour comprendre en fait que la vente, quand tu vends un produit qui a des caractéristiques, bon évidemment tu vends le résultat, mais quand tu vends quelque chose qui va transformer quelqu'un, t'es vraiment dans l'émotionnel et tu dois vraiment réappuyer, reposer des questions, réaffiner ton parcours et ton message. Et c'est vrai que certains commerciaux peuvent avoir du mal au début à prendre le nouveau pli, quoi. Ouais, parce que dans la transformation, ce que tu vends, c'est le changement d'identité, tu vois. Pour extraire les valeurs d'une personne, la projeter ou tout ce que tu veux, faut savoir créer une relation assez importante. Et de manière générale, les gens détestent qu'on leur vende quelque chose. Donc, si t'es un vendeur qui a la tchatch, t'as perdu avant même d'avoir commencé, en fait. Parce que la personne se livre et qu'elle puisse te répondre honnêtement aux questions, peut-être même parfois challengeantes que tu vas lui poser, c'est hyper compliqué si t'arrives pas à établir un climat de confiance, qu'on ressent pas que t'es là justement pour la personne plutôt que pour tes propres intérêts, hein, parce que la majorité des sales ils sont là pour leur propre intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, tu vois. Et c'est difficile de trouver un sales qui peut être détaché de son revenu, vraiment amoureux de ce qu'il va vendre, qui s'intéresse aux gens, à leur transformation. Voilà. On va revenir dans le détail sur pourquoi les entrepreneurs savent pas vendre et pourquoi la plupart sont des quiches. Mais d'abord, pour bien comprendre qui tu es et d'où tu viens, t'as lancé ta propre salle par la suite après avoir eu ton diplôme? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'ai passé mon diplôme. Après, j'ai exercé en tant qu'indépendant. Ouais, c'est ça. Période un petit peu compliquée parce que tu te rends compte que vivre du coaching, quand tu n'as pas de salle de sport, justement, et que tu es indépendant, auto-entrepreneur, t'as plus le même flux prospect que ce que tu pouvais avoir avant quand tu étais commercial et que tu avais les prospects qui venaient dans la salle, qui avaient potentiellement pignon sur rue. Donc, tu es obligé de faire un peu de cours collectifs, etc. Et c'est là où j'ai affiné vraiment mon expertise vente de coaching pur, ce qui m'a permis d'être rappelé dans l'un des clubs, le premier club Moving qui s'était fait racheter, en tant que manager de club, justement. Et j'ai démarré à 25 ans mon activité de consultant. Je fais le tour un peu de la France, Strasbourg, Biarritz, Bordeaux, dans les clubs Elevate, que je salue, qui m'ont donné ma chance et qui ont des clubs premium à Bordeaux et dans lesquels je venais transmettre mes skills de vente transformationnelle. Comme Alex Hormozy, en fait, à une certaine époque. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, je me reconnais beaucoup dans son parcours, puisque, voilà, après, si tu veux, cette expérience de manager, consultant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid qui m'est tombé dessus, qui nous est tous tombé dessus et qui a remis beaucoup de choses en question pour moi, où je me suis dit, OK, les salles, elles vont peut-être pas rouvrir avant l'année prochaine. On a un chômage partiel. On va oublier le chômage partiel. Je peux pas vivre du chômage partiel et rester dans cette situation. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qui se fait en ligne. J'ai regardé, je me suis fait targeter par mes premières masterclass, dont Alex d'ailleurs, tu vois, à cette époque, qui faisait partie des pionniers de l'industrie. Et c'est là où je comprends, putain, en fait, on peut faire venir les gens sur un appel, alors que moi, j'attendais le chaland dans les salles de sport. Je me suis dit, mais si tu m'envoies du trafic d'une personne qui veut perdre du poids et que ça marche au téléphone, que j'arrive à répliquer les concepts, je vais devenir millionnaire. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me souviens, j'ai envoyé ma première pub sur Facebook Ads. À l'époque, c'était pas bien compliqué, tu vois. C'était une photo avec ma femme, comme ça. J'ai pris mon premier lead. C'était une personne qui venait de Guadeloupe. J'ai vendu mon premier accompagnement à 997. Et j'ai dit, OK, je vais faire que ça dans ma vie. Je ne vais faire que ça. Premier lead, première vente. Ouais, premier lead, première vente. Et genre, c'est un truc, logiquement, qui n'arrive pas. Et puis après, ça s'est enchaîné. Donc, je me suis dit,
je vais arrêter le coaching sportif. J'avais l'impression un peu de régresser, de revenir en arrière. Sur cette période Covid qui avait déjà duré 1 an, je me suis dit, je vais lancer mon programme pour les coachs sportifs. Okay. Le seul truc, c'est que j'étais pas assez aguerri en termes de publicité, de visibilité. Mon truc à moi, c'était le closing. Donc, la vie a mis sur mon chemin une personne qui était très visible à cette époque, qui maîtrisait la pub. Je me suis associé. On a lancé le programme pour les coachs sportifs et c'est de là que vraiment ça a commencé. Puis après. T'as industrialisé le truc. Voilà, j'ai industrialisé le truc. On a fait 1 an et demi, 2 ans ensemble, on s'est séparés. J'ai voulu lancer mon propre programme de closing. Puis après, on pourra parler de tout ça après. Mais c'est comme ça vraiment. C'est incroyable parce que entre le déclic avec la situation, genre bon là c'est le Covid et tu regardes sur internet et tu te lances et les résultats entre le déclic et les résultats, c'est une implémentation qui est extrêmement rapide. Ouais. Mais en fait, j'ai eu l'impression que c'est de la magie, mais parce que je maîtrisais la vente transformationnelle grave. Genre au téléphone, j'en avais vu des centaines, pour pas dire des milliers, des personnes comme ça. En fait. C'était hyper simple en fait. Le plus dur pour moi, c'était de ramener la personne, si tu veux, au téléphone à ce moment-là. Donc, je me souviendrai toujours. C'était un soir, je regardais c'était un webinaire pour être très précis sur le marketing. Et en fait, j'ai suivi le chemin et j'ai compris le chemin. Comment ça se passait? J'ai pris rendez-vous, genre closez-moi les gars. On m'avait dit il y a que 40 places. J'avais envoyé un mail, closez-moi. Je veux juste montre-moi comment tu fais, comment on prend le rendez-vous sur l'agenda. J'étais pas du tout, tu vois, j'étais pas du tout aguerri sur au marketing du marketing. Montre-moi l'agenda, comment on fait. Explique-moi juste comment on plug la vidéo, etc. Ouais, ça a vraiment commencé comme ça. Est-ce qu'il était bon le closer que t'as eu? Le closer que j'ai eu, non, pas forcément. Hein, moi. Le prospect était très chaud. J'attendais l'appel, tu vois. Mais mine de rien, ça. Attends, t'as fait ton premier million en moins de 3 ans, c'est ça? Ouais, moins de 3 ans, 18 mois exactement. Ouais, c'est hyper rapide. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont des résultats aussi rapides. Qu'est-ce qui, au-delà de ta compétence, qui est quand t'es compétent déjà en sales, t'as fait 80% du truc, mais qu'est-ce qui explique, selon toi, si tu reviens pour en arrière avec le recul, qu'est-ce qui explique ce succès rapide? J'ai une très bonne compréhension, je pense, des systèmes. Je suis très bon dans la mise en place de systèmes. Je comprends très très vite les parcours par lesquels il faut passer, qu'est-ce qui marche pas. Donc la systémisation, si on peut dire ça comme ça, je pense que c'est l'une de mes plus grandes compétences. Genre j'ai très vite compris les tunnels plus ou moins complexes, comment ils fonctionnaient, pourquoi est-ce que ça fonctionnait, pourquoi est-ce que les gens ils achètent sur un webinaire, pourquoi ils achètent sur une VSL, pourquoi cette pub elle marche, pourquoi elle marche pas. Genre je pense que j'ai une très bonne capacité à analyser, comprendre et systémiser c'est ça, en fait. Ce que je vois, ouais. Ok, c'est très intéressant. T'as pas fait tes études avant, c'était quoi? T'étais ingénieur, t'étais plutôt littéraire? J'ai toujours été intéressé par la vente, tu vois. Je suis sorti du lycée, j'avais fait un bac STG marketing déjà à cette époque. Après, j'ai fait un BTS NRC négociation relations clients dans un ghetto du 77 qui a fermé en cours de route. C'était où, 77? À Logne, tu vois. Moi aussi. J'ai fait le SMA à Logne. Oh là là là. Moi, à l'époque, ça s'appelait Polytech, tu vois. Déjà le nom, tu vois, pour faire croire que t'es chez Polytechnique ou je sais pas ce qu'ils ont voulu nous mettre en avant. Et en fait, les gars nous ont fait rentrer dans l'école en sachant pertinemment que ça allait fermer en cours de route. Et je me suis retrouvé 19 ans, je savais plus quoi faire, l'école a fermé, donc j'ai décidé de partir en Allemagne. Si on revient encore avant, tu vois, j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai toujours voulu me barrer de la France, moi, mais j'ai enchaîné les petits boulots dans la restauration et tout. Puis j'ai compris, tu vois, c'est peut-être un détail important, mais en Allemagne, je me suis retrouvé à travailler dans la restauration avec des mecs qui étaient clandestins, en fait, un peu comme moi, tu vois, des immigrés qui viennent pour travailler. Et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Genre, vraiment, je me suis dit, mais putain, en fait, la vie, elle est pas, la vie, c'est pas un paquet de dragibus. Genre, c'est quoi la solution? Et j'ai compris, grâce à l'allemand, parce que je parle un peu l'allemand, que ma vraie force, c'était ce que je sais dire en français. Je pourrais jamais rattraper le niveau de persuasion que j'ai. Et j'ai compris qu'en fait, l'art oratoire et ma capacité à communiquer, c'était mon atout numéro 1 et qu'il y avait que ça à faire. Donc, je suis rentré en France et c'est là où ça a commencé. J'ai recherché un job dans un domaine d'activité commerciale parce que c'est le seul métier dans lequel tu peux avoir des revenus exponentiels si t'as pas d'études, tu vois. Et dans un truc qui me plaît. Et la vie, elle fait bien les choses, je pense, quand tu sais ce que tu veux, tu vois. Ça m'a amené le poste en question à 21 ans. Parce que toi, t'as grandi en banlieue. Est-ce que t'avais un modèle d'entrepreneur autour de toi, des figures fortes que t'as pu côtoyer avant? Ouais. Alors, modèle entrepreneurial, non. J'ai des oncles qui sont très intelligents, qui ont été très haut placés pour te dire, par exemple, chez Facebook, même aux États-Unis, etc., mais qui sont pas des entrepreneurs. Qui sont des mecs qui ont eu leur barque à 15 ans, je crois, tu vois. Donc, j'ai toujours eu cette pression, réussite, il faut réussir et tout. Mais en termes de modèle entrepreneurial, je pense que je n'ai eu que ma mère qui, avec du recul maintenant, est une entrepreneuse
par défaut, mais est plus une artiste qu'une entrepreneuse au sens propre du terme, qui cherche le profit aussi et bâtir des entreprises. Donc ma mère, elle a, avec mes parents, ils ont commencé un projet un peu faramineux de construire une maison beaucoup plus grande que ce qu'ils pensaient au démarrage et pour lequel ils n'avaient pas forcément les moyens. Elle était prof d'art appliqué dans un lycée à l'époque, il me semble, c'est ça, un lycée. Et elle s'est dit, on va pas pouvoir terminer la maison si je reste dans le lycée. Donc, de commun accord avec mon père, ils se sont dit, OK, elle va lancer sa première entreprise pour apprendre aux gens à faire de la tapisserie, d'ameublement, etc. Puis après, de là, elle a développé son propre cabinet d'architecture, d'intérieur, puis son école de formation. Donc, j'ai quand même le modèle entrepreneurial de ma mère, vraiment, qui m'a beaucoup aidé. Ton père était pas entrepreneur? Commercial, mon père. Commercial? Ouais, commercial. Ah, quand même, il y a une petite fibre. Exactement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que pour les entrepreneurs, la vente, le sales, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est toujours au cœur de nos préoccupations et pour beaucoup, c'est vraiment pas naturel et t'as des très bons entrepreneurs, des bons gestionnaires qui sont de piètres vendeurs. C'est quoi le plus gros blocage que tu vois chez les entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre? Il y en a deux. Écoute et compréhension. Tu vois, on revient à ce qu'on disait, est-ce qu'un vendeur, c'est un bon tchatcheur? Tout le monde a ce truc de être convaincant, savoir pitcher, etc. Mais les gens achètent avant même que t'aies pitché, tu vois. Et ça, la majorité des gens le comprennent pas. Le premier truc, c'est déjà ta capacité à écouter. Et ça, c'est pas donné parce que quand t'es doué à l'oral, que t'aimes parler, que t'as cette compétence de communication, que t'as envie de l'utiliser, parce que ton pouvoir, c'est de savoir tchatcher et c'est ce qui t'emmène généralement vers la vente. Sauf que plus tu parles, moins tu vends en réalité. Encore plus dans la vente transformationnelle où le but, c'est de parler le moins possible, c'est de poser des questions et de faire parler l'autre. Donc, l'écoute, et après, c'est la compréhension parce que même si t'écoutes, si tu comprends pas ce qui est en train de se dire et ce que tu dois aller chercher, en fait, c'est plat et il se passe rien. Donc, il y a des domaines d'activité qui sont très simples. Tu vois, la perte de poids, pour moi, ça fait partie des domaines assez simples parce que le problème est très tangible. Tu comprends très vite ce qui se passe ou les répercussions. Si on parle de marketing digital, donc dans mon industrie en ce moment qui est d'aider majoritairement des coachs indépendants, tu mets un sales qui a pas de compétences en marketing, qui comprend pas comment ça fonctionne, c'est extrêmement compliqué parce qu'il a beau écouter, s'il comprend pas le problème mieux que toi, ça marche pas. Donc, compréhension, c'est pour moi le plus gros blocage après l'écoute. Il y a un truc chez justement les entrepreneurs, même débutants, qui se disent moi je suis pas un bon vendeur parce que justement j'ai pas la tchatch. Et c'est pour ça que je te posais éventuellement cette question. Et moi c'est un truc que j'étais persuadé quand j'étais gamin, avant de faire une école de vente, parce que moi je suis timide, je parle pas trop, même avant d'aller demander un croissant à la boulangerie, ça me stressait quand j'étais adolescent. Et j'ai fait une école de vente qui s'appelle Sup de vente à Saint-Germain-en-Laye. Et en fait j'ai compris que la vente c'était technique en fait. Et que justement moins tu parlais, plus tu écoutais et plus tu reformulais et que tu apportais évidemment une solution si tu avais bien écouté, mais en fait, il y a que ça à faire. Et quand j'ai fait mes premiers trucs d'alternance avec des commerciaux qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, je me suis dit, putain, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Moi, ça fait 2 mois que je suis à l'école et j'ai déjà compris le truc, tu sais. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Et après, j'allais sur le terrain et je me dis, putain, mais ça marche en plus, le truc, tu vois. Et je dis, mais pourquoi ils le font pas tous? Et les gens, faut qu'ils parlent, les commerciaux, ils parlent. C'est un enfer. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est bien ce que tu dis, le fait d'être timide, tu vois. Parce qu'on se dit souvent, je suis timide, je suis pas bon pour la vente. Au contraire. Les profils timides, ils enlèvent facilement de la résistance. Tu vois, c'est ce que je vais appeler des profils stables, contrairement au profil dominant qui, lui, est très à l'aise et très extraverti. En fait, pas dans tous les cas, mais il peut faire très vite peur, en fait, cette personne. Tu vois, il prend le leadership trop vite, il fait peur. C'est-à-dire qu'il a ouvert la bouche, il a dit 3 mots, ton inconscient, il a repéré qu'il était là pour te vendre quelque chose. Alors que la personne qui est pas forcément à l'aise, qui est plus introvertie, qui hésite, elle crée un climat de confiance et elle a plus facilement d'empathie. Donc, au final, les gens timides qui arrivent à vaincre cette timidité et en faire une force, je pense que c'est souvent les meilleurs vendeurs. Ouais, parce que du coup, ils parlent moins. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à nos commerciaux quand ils nous envoient les comptes rendus de vidéos là. Et je regarde tout de suite moi le pourcentage de combien il a parlé et combien l'autre il a parlé. Et là, je vois 70-30. 70-30. En fait, tu sais pas à qui tu parles. Tu pitches un truc, tu sais pas si la personne, tu connais rien. Donc ferme-la en fait. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse, clairement. Très clairement, très très clairement. En France, vendre, c'est comme un gros mot. Tu vois, on a un commercial, limite, t'es un commercial, t'es un vendeur, c'est mal vu. Pourquoi selon toi? Parce que la relation à l'argent en France n'est pas bonne en fait. Je pense on pourrait parler des heures là-dessus.
chacun a sa propre théorie, mais pour moi, l'argent est mal vu parce qu'on est dans un pays qui souffre financièrement, tu vois. On n'est pas dans un pays où, déjà, si on le compare aux États-Unis, l'accès au crédit n'est pas le même. Oui. Je sais pas si vous connaissez le système aux États-Unis d'accès au crédit. En France, il est très basé sur ce que tu gagnes avec un taux d'endettement que tu n'as pas le droit de dépasser. Aux États-Unis, c'est un trust score. Donc, trust score, c'est un score de confiance en fonction de combien tu empruntes et quelle est ta capacité à rembourser tous les mois. Plus tu empruntes, plus tu rembourses, plus tu es en capacité d'emprunter. C'est-à-dire que si tu n'empruntes pas aux États-Unis, typiquement, en fait, tu es en difficulté, même limite, pour dégager des crédits. Ce qu'ils veulent, c'est que si tu as 5 000 € sur ton compte, tu prennes 5 000 € de crédit, quoi. Tu vois, 5 000 $ de crédit et que tu rembourses. Tu as remboursé ces 5 000 $, tu es un bon payeur, mais tu peux aller chercher 10 000, 100 000. Il n'y a aucun problème. La première chose qu'on va te proposer lorsque tu rentres dans une banque américaine, c'est mais donne ton argent, mets-le sur un compte interne, on va te donner l'argent, t'as pas à utiliser ton propre argent. Donc juste, tu vois, ce truc, c'est pas du tout la même relation à l'argent en fait. Tu vois, tu fais du closing aux États-Unis, le mec il fait clic droit, il vient de dégager un crédit de 20 000 $. Il y a aucun problème, on y va. Si t'es un minimum intelligent, l'accès à l'argent est beaucoup moins complexe. Juste là-dessus. En France, l'accès à l'argent est complexe et est aussi beaucoup tabou. Donc forcément, un métier où la rémunération dépend majoritairement de la vente, ta capacité à prendre l'argent de quelqu'un, c'est mal vu et je pense que beaucoup de choses partent de là, en tout cas, moi. Quand tu t'es lancé à fond dans la vente, est-ce que tu as eu des remarques de ton entourage, de tes amis, ou tu avais déjà un entourage très favorable à l'entrepreneuriat et à la vente? Non, moi, j'ai jamais eu vraiment de remarques au niveau de la vente. Par contre, quand j'ai commencé à avoir de l'exposition en ligne et vendre des programmes en ligne, surtout dans une époque, parce que là, on est en 2026 quand on fait ce podcast, les gens sont beaucoup plus éduqués à la vente de coaching, le fait d'acheter en ligne, etc. Mais là, à l'époque, ouais. T'as pris des petites remarques? Ouais, tu prends des grosses remarques et même, en fait, même des gens que tu côtoies depuis des années, tu vois, qui t'étais au collège, t'étais en primaire avec eux, genre ils te connaissent, tu passes tout de suite dans le rang des scammers parce que les infréquentables. Mais parce que attends, tu gagnes trop d'argent et en France, tu ne peux pas gagner trop d'argent. Non, ça veut dire c'est louche. Voilà, c'est louche. Si tu gagnes trop d'argent, c'est qu'il y a un problème. Donc forcément, dès que tu commences à faire trop d'argent, t'es considéré comme quelqu'un de louche, comme quelqu'un qui arnaque, sans même comprendre quel est le modèle derrière, pourquoi est-ce que ça fait beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe de différent par rapport au monde terrestre, tu vois. Mais ouais, bien sûr. Mais ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai eu aussi des anciens du collège ou du lycée qui voient après que tu fais tes activités en ligne et qui disent ouais, non, t'as changé et tout, ouais, non, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est ça, c'est chaud. Moi, je me suis même fait, Guillaume, je t'embrasse, ancien collègue chez Direct Energy, sur un de mes contenus, il avait mis un truc, il m'avait affiché. En gros, j'étais facho, quoi. Alors que c'était pas le sujet, quoi. Mais c'est terrible. C'est ouf. C'est terrible. Moi, je te le dis, même ma propre mère, qui m'a jamais dit quoi que ce soit, mais quand elle a vu les chiffres au démarrage, elle les comprend pas. Elle se dit, attends, Mathias, ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans, je suis en train de grind. Tu vois, je m'engage sur un bail 369, tout ce que tu veux, j'embauche des employés, tout. Toi, tu m'annonces que là, ça fait de l'argent, ça tombe en ligne, tu vas t'expatrier, tu sais. Même le simple fait de s'expatrier, monter des boîtes à l'étranger, c'est des choses, c'est très mal vu, tu vois. Je crois que c'est peut-être encore pire, ça. C'est encore pire. Ouais, c'est trop loin de la vie des Français. Je te dis offshore. Alors que si on se pose, offshore, c'est juste une société à l'étranger, on va expliquer maintenant ce que c'est, etc. C'est compliqué. Et du coup, t'as des amis ou de la famille qui viennent te rendre visite à Maurice? Ouais, complètement. J'ai cette chance d'avoir encore ma famille présente, etc., qui viennent me voir à Maurice. Ça fait d'ailleurs partie des privilèges, tu vois, de pouvoir faire profiter ta famille, de venir ici, de leur faire quelque part une place au soleil. Ça, c'est magnifique. On en parlera dans quelques instants. Tu dis souvent, il te manque pas des clients, il te manque un système. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as un observateur, un dénicheur de système. Concrètement, c'est quoi un système de vente? Alors, un système, pour moi, c'est la fusion entre deux choses, stratégie et process. Il existe tout plein de stratégies, mais si t'as pas le process pour les faire fonctionner, ce n'est pas un système. Donc, pour moi, un système, c'est vraiment la fusion entre ces deux choses. Et un système repose, en ligne en tout cas, sur 3 gros piliers: communiquer, converser et closer. Donc, il faut un système sur ta communication qui te permet d'avoir une communication qui génère des conversations. Moi, je crois beaucoup en ça. Une conversation avec un humain convertit 100 fois mieux qu'une page de vente que tu vas lire tout seul. Okay ? Donc, c'est process,
stratégie pour communiquer, process, stratégie pour converser. Et de cette conversation doit aboutir une vente, un fameux closing. Et là encore, pour convertir, il y a process, stratégie. Ok, dans tes process et stratégies, est-ce que tu as une préférence particulière pour certains modèles d'acquisition? Par exemple, on parle souvent de webinaire, de challenge que nous on apprécie particulièrement. Avant d'appuyer sur on sur cette caméra, on parlait de VSL. Il y a la vente en direct, il y a la vente en closing. Qu'est-ce qui t'attire le plus et qu'est-ce que tu défends le plus comme modèle en termes d'efficacité? En fait, moi, je défends pas particulièrement de modèles. Par contre, pour avoir accompagné énormément de monde, je pense qu'il y a des modèles qui se prêtent plus facilement à certains niveaux de compétences. Je pense que le vrai problème, en fait, c'est qu'on vend aux gens des stratégies ou même des systèmes. Mais si tu sais pas communiquer, tu sais pas converser et que t'es une bille pour closer, que t'as du mal à annoncer tes tarifs ou tout ce que tu veux, ça fonctionnera pas. Donc, en fonction du niveau de la personne, je pense que voilà, il y a quand même des systèmes ou des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres. Si on parle du débutant, moi, je prône beaucoup le social funnel, qui est ta capacité à communiquer sur les réseaux sociaux, amplifier cette communication. Je trouve que c'est un bon démarrage si on le compare par exemple à du webinaire qui, en termes de prise de risque, peut être beaucoup plus important. Tu vois, si tu démarres, t'as jamais communiqué, tu viens, tu fais un webinaire, tu mets de l'argent en ads. En plus, c'est pas toi qui close, t'as délégué à des quiches ton closing. Où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que ça close pas? T'es pas capable de comprendre le truc. Ouais. Par contre, t'es à un niveau plus avancé, t'as de l'argent, t'as de la trésorerie, t'as déjà une audience, tu veux faire des gros sous, webinaire, challenge, ça va être des modèles où on va créer un momentum beaucoup plus fort, on va pouvoir faire beaucoup plus d'argent si on le compare au social funnel qui est un modèle de débutant, tu vois. Oui. Quand tu dis social funnel, c'est quoi? C'est tu fais du contenu sur les réseaux qui renvoie sur des DM et après échange. Ouais, et ça marche ça? Ouais, ça marche très très bien. Si encore une fois, t'as au moins déjà une communication qui est intéressante. Ouais. C'est-à-dire que si t'es capable de communiquer, d'attirer des gens vers toi qui sont intéressés par ta promesse, donc t'as un bon public, tu règles un bon problème, t'arrives à attirer ces gens-là grâce à ta communication sur tes réseaux sociaux. C'est assez simple d'amplifier ce truc-là. C'est assez simple de faire des pubs qui permettent d'obtenir par exemple de nouveaux followers et d'engager une conversation avec ces nouveaux followers. Ça coûte pas très cher, tu prends pas beaucoup de risques. Bien évidemment, c'est beaucoup plus long, douloureux qu'une stratégie où je vais 10K sur la table et à la fin du webi, il y a 50 rendez-vous. Mais ouais, ça fonctionne et ça fonctionne très très bien. Pas forcément dans tous les domaines d'activité, mais si on parle du domaine de la perte de poids, par exemple, ça fonctionne super bien dans le domaine business aussi. Ok. Imaginons là, il y a un freelance, un coach qui regarde ce podcast, qui se dit Mathias, ça a l'air solide, mais moi j'ai un produit, il est top, mais j'arrive pas à vendre, je galère, franchement je suis pas rentable et tout. C'est quoi les 3 conseils que tu lui donnerais en mode ok, lundi matin, première heure, voilà ce que tu dois faire? Ah là là, ça c'est une bonne question. Quand j'ai lu les questions, je me suis dit, je sais pas quoi répondre à celle-là. Ah, c'est pour ça que t'avais écrit ne me posez pas cette question de merde. Ah d'accord. En fait, la première des choses, c'est que je lui demanderais de se confronter au réel. Je prends tellement de gens qui te parlent de ce qui leur semble être le problème, alors que ça n'en est pas, ou qui ne veulent pas te donner leurs problèmes, qui sont en dehors des réalités et qui en fait fuient ce qu'ils devraient faire, à savoir ouvrir leur compte bancaire, faire un refresh, regarder il y a combien d'euros dessus dans un premier temps et prendre conscience de la situation, se sentir responsable de la situation, juste ce premier truc, comprendre que ok, financièrement ça va pas, je suis pas là où je veux être, donc il y a forcément un problème quelque part. La majorité des gens n'ont pas conscience qu'il y a un problème, ils pensent déjà avoir les solutions, ils se projettent déjà sur ce qu'ils devraient résoudre comme problème et ils se disent c'est ça qu'il faut résoudre, alors que pas du tout. Donc premier, c'est confronte-toi au réel, ouvre ton compte bancaire, prends la responsabilité et accepte qu'il y a un problème que t'es pas capable d'identifier. Deuxième, ce que je lui conseillerais, c'est toujours dans ce truc de se confronter au réel, s'il met des actions en place, c'est de traquer ses actions. Même si c'est chiant, tu vois, tu veux perdre du poids, le meilleur moyen au début, c'est de comprendre combien ton métabolisme il brûle, combien est-ce que tu as mangé ce midi, ne serait-ce que pour avoir une compréhension de combien de calories t'ingères, combien de calories tu dois perdre et tout le tralala. Donc, concentre-toi sur ta communication. Elle te rapporte combien de conversations par jour dans un premier temps. Si c'est 0, tu as un problème de communication, c'est très simple. Maintenant, tu arrives à avoir des conversations. Ces conversations, combien t'en places en rendez-vous? Et sur ces rendez-vous, combien t'en signes? C'est 3 métriques qui sont très simples au démarrage. Si t'es pas capable d'identifier ça, il va absolument rien se passer. Et le troisième conseil, c'est regarde sur le marché
qui sont les personnes qui sont déjà là où toi tu veux être, avec lesquelles tu es aligné. Cherche, regarde leur niveau de compétence, prends des appels avec les différents concurrents, va voir ta banque, fais un crédit si t'as pas d'argent, réfléchis et fais-toi accompagner. Moi, mes premiers accompagnements, j'ai fait un crédit. Si j'avais pas dégagé de l'argent, que je m'étais pas fait accompagner, j'en serais pas là où j'en suis. Même en étant bon en vente, et je me suis quand même formé à un moment pour mettre en place ces systèmes, tu vois. Donc, tant que tu comprends pas où sont les problèmes et que tu n'arrives pas à dire mon problème il est là, j'ai bien compris quel était le problème. Maintenant, je vais chercher la personne dont je suis sûr qu'elle peut m'accompagner et qui est en capacité de régler ce problème, il se passera pas grand-chose. Donc confronte-toi au réel, regarde où sont les problèmes et trouve quelqu'un qui peut te permettre d'aller plus vite pour régler le problème. C'est quoi la différence entre un mec qui vend à 3 000 euros par mois et quelqu'un qui vend à 30 000 euros par mois? Majoritairement pour ceux qui sont légitimes, d'accord? Parce que il y en a qui vont acheter un programme à 30 000 et qui après vont se sentir légitimes de facturer eux aussi à 30 000. Excusez, en fait, ça marche. Je me suis fait closer. Je vais vendre moi aussi à 30 000. Je pense que la vraie différence, c'est l'autorité. Donc, l'autorité qui est liée à ta légitimité sur le marché, à pouvoir enseigner ce que tu enseignes. Donc, pour moi, tu peux facturer très cher à partir du moment où derrière, tu sais la valeur que tu apportes et t'as tout un tas de gens qui disent voilà le résultat avec lui, voilà le résultat avec lui, voilà le résultat avec lui, voilà le résultat avec lui. Ce qui est un vrai problème sur le marché, c'est qu'il y a des gens qui facturent 5, 10 000, parce qu'on a appris aux gens que le high ticket, c'était un modèle rentable, etc., qui débarquent, qui veulent faire du high ticket. OK. Est-ce que toi, déjà, tu as atteint la promesse que tu vends? Non. Problématique quand même. Ouais. Combien de personnes t'as accompagné vers cet objectif? Moi, personne encore, je commence. Là aussi, c'est problématique. Tu vois. Donc, premier truc, c'est l'autorité. Quelle est ta légitimité, ta capacité à apporter, même si c'est pas toi qui es responsable du résultat des gens, mais ta capacité à pouvoir donner du résultat, apporter des réponses et faire économiser du temps et des efforts aux gens. Plus tu fais économiser du temps et des efforts aux gens et que tu es certain de ça et que tu as la preuve derrière, plus tu peux facturer cher. Oui, en effet. Est-ce qu'il y a, si on en parlait juste avant, tu dis oui, il y a quand même des gars qui vendent à 30 000 euros sans forcément être hyper compétents. Ça, je me dis, mais comment ça peut exister? Parce que nous, on a une offre à 30 000 euros. On accompagne justement des entrepreneurs qui sont déjà, tu vois, en place. Et évidemment, avec nous, ils font des gros résultats parce qu'on les accompagne. Mais c'est quand même pas évident, tu vois, de vendre à 30 000 euros. Je me dis, est-ce que vraiment ça existe, ça, des gens qui vendraient à des... Est-ce que tu as vraiment des gens qui seraient un peu ric-rac, qui sortent leur carte bleue pour 30 000 balles? Ouais, bien sûr, parce qu'encore une fois, on parle le crédit. Il y a des gens qui font, qui montent des dossiers de financement et qui vont investir 30 000 euros parce que la valeur perçue est hyper élevée. Ouais. Et tu vois, ça, encore une fois, c'est des mécanismes de persuasion, mais quand je vends à 30 000, c'est tout de suite plus sexy que je vends à 3 000. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que je me dis, si je paye 30 000, il y a aucun monde dans lequel ça marche pas. Ça va être extraordinaire ce que je vais recevoir, tu vois. Mais il y a des gens, ils prennent pas de recul vis-à-vis de ça. Et oui, ça se vend. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je te dis, surtout dans cette génération de plus en plus jeune, qui achètent des masterminds hors de prix et ça les débunk psychologiquement pour dire mais moi aussi je peux facturer ce prix-là en fait. J'ai payé un séminaire 50K chez Hormozy. Bah vas-y. Moi aussi. Moi aussi maintenant. Je copie-colle. Allez hop, on y va 50K. Ouais non mais c'est une réalité. Ouais. Après, nous, c'est notre offre qu'on vend le plus facilement. C'est notre offre où on a le plus gros taux de conversion et c'est notre offre où on dit le plus non, c'est-à-dire qu'on veut plus la vendre. Parce que, en fait, ça nous prend du temps. On coach, les taux de résultats sont énormes. Le ROI moyen, il est x10, x20, je crois. C'est énorme. Et, mais en fait, c'est juste qu'on veut du temps pour nous et notre famille. On veut pas passer du temps sur WhatsApp ou en coaching personnalisé. Mais la question que moi aussi, je me pose une question, Fabien, c'est que des mecs arrivent à closer des offres à 30 000 à du grand public et sans historique derrière, c'est, Ouais. Je sais pas comment tu fais pour t'endormir correctement le soir. Moi, le truc, c'est que ça a existé pour une période, le début du high ticket. Oui, ça, high ticket, oui. Il y avait cette boucle-là en 2018-2019. Il y a eu des coachs qui ont fait la formation high ticket, qui ont vendu, qui ont fait, et des petits-enfants derrière petits-enfants. Et en France, on a eu ce cycle, effectivement, mais qui reposait sur rien pour le coup. Non, monte tes prix. C'était monte tes prix, tu vois. En fait, moi, je pense que déjà, pour vendre un programme à 30 000, il faut que tu fasses gagner de l'argent aux gens. Et ça, c'est un truc qu'il faut se dire. Quand tu regardes dans l'industrie du coaching, la majorité des gens, par exemple, ils sont business coach. Pourquoi? Parce que je facture pas à 30 000 un coaching perte de poids. Tu vois. Par contre, si je te dis que tu es capable de gagner 30 000 euros à l'année, soit 3 000 euros par mois avec mon accompagnement en moyenne, la valeur perçue est beaucoup plus importante. Je peux plus facilement te facturer 30K. Et d'ailleurs, ça paraît plus réaliste si je suis vraiment en capacité de t'emmener aux 3 000 euros par mois, par exemple, de facturer 30 000. Donc,
Ouais, Tu penses qu'on pourrait monter un coaching à étiquette de perte de poids jusqu'à combien? Moi, je pense que c'est-à-dire à monter à combien? C'est parce que si tu veux, on peut vendre du coaching perte de poids à 10 000, mais combien de clients tu vas avoir dans le mois? Quelle va être ta relation avec les clients derrière? Ouais, justement. Le panier moyen, c'est 2 000 € sur des accompagnements de 3 mois. Après, il faut vraiment beaucoup d'autorité ou alors avoir un mécanisme très spécifique où il y a des interventions peut-être chirurgicales ou je ne sais trop rien, mais typiquement, entre 1 000 et 2 000 € sur 3 mois, on va dire que c'est le panier moyen pour des offres de transformation. Et même quand je dis ça, les coachs qui sont en salle de sport, qui vendent à 50 balles, là, ils sont en train de se tirer les cheveux. Ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, 1000, 2000, où il y a un vrai suivi, un vrai programme. Pour moi, c'est quand même très capé, quoi. Ouais, c'est très capé. Et puis, tu peux essayer de faire plus. J'ai accompagné pas mal de personnes qui veulent faire plus. Très bien. Certains ont beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus d'influence et d'autorité sur les réseaux sociaux. Donc, t'es prêt à payer 3 000, 4 000 pour te faire accompagner par la star. Par la star, tu vois. On revient à ce truc, niveau d'autorité, etc. Mais sinon, au-delà de 2 000 €, ça devient quand même compliqué de facturer un accompagnement de 3 mois. Ça va dépendre aussi de ton audience. Tu peux viser des entrepreneurs plus de 40 ans. Ou des stars. Des joueurs très influents. Après, machin. Voilà, spécifique, thème spécifique, je veux bien, avatar spécifique. Mais c'est niche femme, généralement, les pertes de poids. Bah, en fait, tu vois, ils sont tous en train d'accompagner les femmes à perdre du poids. Et ça aussi, c'est dramatique parce que, en fait, la dernière fois, j'en vois un, il fait du coaching, il doit avoir 25-30 ans, il aide les femmes ménopausées à perdre du poids. Mais en fait, on sait que t'en as rien à foutre des femmes ménopausées, tu vois. Ça va pas tenir dans le temps. En fait, il y a marqué « Je suis un opportuniste ». C'est ça qui est dommage, c'est qu'on va créer un business sur les réseaux sociaux qui va nous demander du temps, de l'énergie, sur de base un avatar client qui est juste solvable. Tu vois, on est à la recherche de la biche blessée, en fait, pour pouvoir faire tourner notre business. Alors que tu peux totalement accompagner des gens qui veulent perdre du poids de manière très simple, leur proposer un mécanisme qui n'est pas extraordinaire, mais afficher du témoignage client, faire les choses normalement sans avoir besoin d'avoir le dernier mécanisme, d'avoir la dernière niche, et quelque chose qui dure dans le temps, où t'affiches des transformations, même hommes, femmes, pas besoin de dire je n'aide que les femmes qui ont entre 25 et 35 avec plus de 10 kilos à perdre. Genre, on sait pertinemment que dans 3 ans, t'en peux plus, t'es à bout, Janine t'appelle, tu dis c'est bon, je vais ta gueule, Janine, ne me casse pas les couilles. Casse pas les couilles, j'arrête le métier. C'est ça. Ça, c'est juste. Ça y est, on va le perdre, Fabien. C'est une question non prévue, mais ça m'intéresse. C'est quoi le produit le plus cher que t'aies vendu, toi-même? Moi, vous savez, ça va paraître paradoxal, mais je reste français. Et j'ai vraiment du mal à vendre extrêmement cher. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu pourrais vendre 15K, 20K. Mon accompagnement perso, consulting, il est à 10K. Et comme tu dis, j'ai même pas envie de le vendre. Genre là, je prends 5 personnes tous les 2 mois. Je reçois des DM des fois. Tout le temps, et en fait, je veux pas parce que tout ce qui me prend du temps est trop cher maintenant. À l'époque, je t'aurais dit mais j'ai fait beaucoup de coaching de groupe. Mais le programme le plus cher que je vends pour moi, c'est 10K. Tu vois, même si je pourrais vendre à 20K. Je sais pas comment t'expliquer, mais et ça, attention, c'est purement moi, ma propre perception des choses, mon paradigme, tout ce que tu veux. Même si je peux te faire gagner bien plus d'argent, je me sens pas à l'aise à facturer plus de 10K dans la relation que je vais avoir avec toi, en sachant le temps vraiment que je vais t'apporter, ce que je vais te demander de faire, le temps que ça va durer. J'ai quand même une façon de voir l'argent qui m'est propre, et quand tu commences à facturer plus, soit que tu as un vrai accompagnement qui dure potentiellement plus longtemps, ou alors que tu parles à des gens qui vont vraiment aller chercher des revenus conséquents. Mais la majorité des personnes qui viennent me voir, ça reste des coachs à un niveau débutant ou intermédiaire. Ce que j'allais te dire, c'est que tu veux pas vendre non plus à 20 ou 30K à quelqu'un qui commence. C'est ce qu'on fait. Maintenant, on dit non, quoi. Non, c'est pas possible. Par contre, un entrepreneur qui a une boîte, il fait 500 000 € à l'année, aucun problème à facturer 50, 100K. C'est pas les mêmes profils, mais moi, dans ma niche. C'est pas ceux qui viennent. Ouais, et puis au-delà de ça, en fait, moi, je crois beaucoup en la publicité et dans le fait qu'il faut un moment investir dans du trafic payant, tu vois, encore plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression de leur enlever cette capacité à pouvoir investir. Et c'est le truc qui moi, me stresse le plus. C'est quand j'envoie des gens vers la publicité que j'accompagne personnellement. Mais mine de rien, je prends ta charge un petit peu émotionnelle de est-ce que ça va fonctionner? Parce que moi, je mets ma carte dans Facebook Ads, je vois les débits, tu vois, je sais ce que ça fait et j'ai pas envie de te mettre dans une position où
au final, c'est soit ça, soit la mort pour toi. Ouais. Et tu vois. T'es pas trop à l'aise. Avec ce niveau, en tout cas, de client, c'est sûr que le risque est plus élevé. Tu sais, Exactement. si t'accompagnes un débutant et un intermédiaire, tu sais que par rapport à nous, les clients qu'on a sur notre offre à 30K, c'est des gens, ils font tous au minimum 100 000, 200 000 qui euros. n'est pas la On même les chose. accompagne, ils sortent à 600 le lancement. Bon, bah voilà, merci, Ouais. au revoir. Voilà. Ou entre 200 et 800 000 le lancement. Rien à voir. voilà. Alors que moi, je n'accompagne pas du tout ce type de personnes. Ouais, actuelles. après, on en a pas non plus 10 000, hein, mais on en a suffisamment pour dire non. Mais c'est vrai que je suis toujours étonné qu'il y ait des gens qui vont mettre 30 000 euros dans un accompagnement, tu vois, Ouais. alors qu'ils débutent. Ou, Ouais, c'est ça. tu vois, Le profil c'est- débutant, attends. c'est quand même étonnant. hein. Et ouais, parce qu'il faut être solide quand la personne elle débourse 30 000. Mais derrière. c'est quoi la relation que tu as avec la personne Ouais. derrière? Parce que là, le niveau d'exigence de la personne, Ouais. c'est soit en face de toi, tu as une personne qui est fragile et tu dors mal la nuit Ouais. parce que tu sais qu'au Ouais. final, tu es là pour prendre de l'argent à des gens fragiles. Soit 30 000, faut avoir une vraie expertise, il faut qu'il y ait un vrai retour sur investissement. Ouais, nous, Ouais. ce qu'on note sur cette offre-là, c'est en fait ceux qui ont vraiment le niveau idéal, ils sont très peu exigeants sur la formalité, la forme, mais sur le fond, tu dois être excellent. Sinon, Ouais. t'es mort. Mais Parce que toi, dans ton industrie, en fait, tu vas lui donner un conseil. Ouais, ça en peut fait, le changer. mec, il a compris que là, il a gagné 2 ans, 3 ans et C'est ça. potentiellement, il n'aurait jamais trouvé la réponse. Donc, Exactement. ta capacité à lui faire économiser du temps, de l'énergie et des efforts et le rendement que tu apportes avec un conseil, il est 100 fois plus bien important, bien sûr. je vais faire l'avocat du diable. Tu sais, Vas-y. je fais toujours un côté un peu pute parfois. Le closing par téléphone, c'est pas juste pousser les gens à acheter un truc dont ils n'ont pas besoin. Bah si, un peu aujourd'hui, ouais. C'est très vu comme ça et on peut pas dire non. C'est pour ça que quand tu m'as demandé est-ce que le closing c'est de la manipulation, oui, le mot manipulation fait peur. On pourrait te dire il y a une différence entre la manipulation et l'influence. L'influence, c'est quand tu es du côté de la personne et la manipulation, Ouais, c'est c'est quand ça. tu es dans ton propre intérêt. Mais les gars, il faut être cohérent. Les gens qui sont derrière le téléphone, ils sont aussi là pour gagner leur vie. Il y a personne qui va passer 1 heure de son temps avec toi et qui va manger des croquettes à la fin du mois. Donc, dire que le gars est là simplement pour toi, peut-être quand tu es dans une position potentiellement comme la nôtre et qu'on décide de décrocher les appels et que de toute façon tu vas me donner 10 000 euros, ça va pas changer ma life en fait de manière générale. Mais oui, le but dans la majorité des cas, c'est de pousser les gens à acheter quelque chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière qui peut être positive? Parce que la majorité des gens qui vont prendre un appel, leur vrai problème, c'est le passage à l'action. Et qu'on le veuille ou non, quand on achète un programme high ticket, il y a un truc qui s'appelle money therapy chez les Américains. C'est que manipuler les gens pour qu'ils achètent quelque chose qui s'engage financièrement, ça peut avoir du bon et ça peut vraiment changer leur vie. C'est à double tranchant. Moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que je pense à l'anglo-saxonne depuis très longtemps, mais tu sais que ça, littéralement, je sais qu'il y a des gens, ils vont saigner des oreilles en écoutant ça. Ouais, non, mais je vais expliquer. Regarde. je vais t'expliquer. Moi, je suis d'accord. Ouais, non, mais développe. je développe. Tu veux arrêter de fumer. D'accord? Tu peux donner tous les conseils de la Terre à quelqu'un pour arrêter de fumer. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la volonté. C'est pareil dans la perte de poids. Si les gens ils veulent perdre 30 kilos, tu demandes à ChatGPT, il va tout te faire. Des programmes à 7 euros sur Internet, il y en a 1 milliard. C'est vrai. Par contre, je vide ton compte bancaire tout de suite, tu me donnes toutes tes économies. Quand tu vas sortir une clope, te dire, est-ce que la clope ne devrait pas être reposée? Ouais. Oui. Non, mais Ouais. c'est une vérité qu'il faut entendre. L'argent va soigner une grande majorité des problèmes. Et moi, je suis le premier conscient là-dedans. Tu vois, là, je suis dans une phase où je recherche à scaler, prendre plus de risques avec mes budgets publicitaires, typiquement. Demande au monsieur à ta gauche, il Donc, sait faire. Il en voit beaucoup. J'ai aucun mal, alors que je maîtrise la publicité, les gars. Je maîtrise la publicité, c'est mon domaine d'activité. Je vais payer un mec. Là, je vais payer un mec pour m'accompagner à avoir un double cerveau parce que je sais que si je le paye, il y a aucun monde dans lequel je vais pas tenir ma promesse qui est de doubler les budgets, etc. Donc, non seulement je me paye une sécurité psychologique qui est j'ai un double cerveau pour être sûr que j'avance dans le bon sens, etc. Je vais gagner du temps et de l'énergie. Mais si je le fais avant toute chose, c'est pour être sûr de tenir la promesse que je me suis fixée. Parce que les gens, c'est pas une question d'avoir les conseils et tout le tralala. On en a 1 milliard des conseils. C'est de faire les conseils qui sont donnés. Oui. Donc, si à un moment, tu fais pas ce transfert d'énergie, que tu ne mets pas d'argent sur la table, pour beaucoup des gens qui nous écoutent, bah en fait, tu ne changes pas. Et c'est totalement humain. L'argent est un transfert d'énergie où en fait, tu t'engages à changer. C'est la première étape d'une session de coaching. Si tu es face à quelqu'un qui n'a pas forcément l'objectif vers lequel tu peux l'amener, qui n'est pas l'avatar client que tu peux vraiment aider,
Là, ça devient de la manipulation archi dégueulasse que de lui prendre son argent et lui dire, suis le programme, tu sais déjà que c'est pas fait pour toi, mais on s'en fout, en fait. Et ça, c'est le danger. Par contre, si on est en face de quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il a de l'argent, il perd de l'argent tous les mois ou il a du poids à perdre, ça fait 3 ans qu'il est dans la situation et il change pas, je suis désolé, ce qui me manque pour son changement, c'est qu'il paye, qu'il s'engage et suffisamment pour ne pas faire machine arrière. Oui, tu vois, mais c'est ça, entièrement. money-thérapie, en fait. Entièrement. Et c'est un exemple que j'aime donner à nos clients qui nous demandent, nos clients qui sont quand même assez avancés, je mets combien en pub? Tu vois, parce que ça veut rien dire. Des fois, je mets combien en pub? Je mets 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. Ça va dépendre déjà de ta capacité, tu vois, de déjà ton audience, de ce que tu as fait, de ton histoire, de ta trésorerie. Mais quand on démarre comme ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est sois prudent, ne fais pas n'importe quoi, va pas cramer 100K en pub. Par contre, il faut que ce soit assez challengeant pour toi, pour te dire, en fait, pour rester alerte. Ouais. Tu vois, si tu t'étais dit, je compte mettre 5K pour être confort, vas-y, mets 10, tu vas voir. Ouais. Et toi, à 10K, putain, je peux te dire que tu vas être sur ton compte pub, tu vas regarder tout le moindre détail parce que tu dis, les 10K, je veux pas les perdre. Ouais. Et donc, du coup, t'es d'accord. extrêmement concentré. Ouais. Donc, oui. Et si on t'avait envoyé les prospects gratuitement, et tu les aurais pas appelés dans la majorité des cas. Ton prospect, tu vas le payer 10 € là, tu vas l'appeler 4 fois, tu vas faire en sorte qu'il te réponde, échanger avec lui, savoir s'il y a un vrai intérêt. Mais 10 €, c'est un bon prix. Ouais, 10 € c'est un bon prix. Oui, c'est essayer de pas, tu vois. C'est vrai ce que tu dis, que tu sais quand t'as des, je prends certains closers qu'on a pu avoir, parce qu'on a eu quelques-uns sur ces 2 dernières années, dont certains qui sont magiques. On a découvert le no-show. Alors, on connaissait le no-show du prospect, tu vois, qui vient pas à l'appel. Mais on a découvert le no-show closer. Ah ouais, ça c'est un autre niveau. Tu dis waouh. Et quand tu vois, nous, les efforts qu'on met, les années de travail, la connaissance, l'expérience, les centaines de milliers d'euros qu'on met en pub, le temps qu'on met, et le gars, il a rien compris tout ça. Lui, il voit le matin, il voit juste ces petits appels qui tombent. Oh, bah, c'est pas grave, celui-là, je le prends pas, tu vois. J'ai paddle cet après-midi. Et tu dis, mais waouh. Ouais. C'est fou. Donc, l'argent est, alors, du coup, manipulation, on revient, mais l'argent est un transfert d'énergie réel. Et en fait, je pense que les gens ne changeront pas tant qu'ils l'auront pas compris. Pour beaucoup, en tout cas. Nous acceptons cette réponse. J'ai vu en ce moment avec Fabien, on est tombé sur des reportages sur le closing. Est-ce que t'as vu ces trucs-là? Brut, j'ai vu qu'ils ont fait un reportage sur le closing. M6. Ouais, M6, je crois qu'il y en a plusieurs. Là, c'est le trend du moment, c'est on va étudier, ils font des webinars, des challenges, et ils vont vous prendre le téléphone pour vous prendre votre argent. Est-ce que tu penses qu'on va arriver, et j'ai relu encore un post ce matin sur l'infoprenariat, est-ce que vous pensez, et est-ce que tu penses qu'on va arriver à une période où on va légiférer et faire des nouvelles lois, des nouvelles règles sur le closing, métier de closing, commerciaux, infoprenariat, etc. En France, c'est une deuxième question chiante. En France, en France, on veut tout légiférer, donc bien évidemment que si on peut légiférer et que je suis pas sûr que derrière ça puisse se faire en fait, puisqu'on est dans un domaine qui reste en ligne, extrêmement mobile, très peu contrôlable. Donc peut-être qu'on peut le légiférer. Maintenant, est-ce que c'est des choses qui vont être mises en place? Je sais pas. Je pense que par contre, les gens vont être de plus en plus éduqués, sont déjà de plus en plus éduqués à ce qui se passe, et c'est très bien qu'en fait il y ait des reportages là-dessus. Tu vois. Alors, mais par contre, je crois que ça crée aussi l'effet pervers parce que malheureusement, et moi je l'ai découvert comme ça, il y a beaucoup de gens qui accordent beaucoup de crédit, si ce n'est plus, à des reportages sur M6 et même sur Brut. Pour eux, quand ils le voient, c'est la vérité. Et pourtant, moi, ça fait longtemps que j'aurais pu la télé. Des fois, je revois les trucs, les extraits, et je vois la musique, les plans, la phrase coupée 10 000 fois. Et tu sais, moi, je regarde ça, je fais... Voilà. Mais c'est quoi cette merde, tu vois? Donc, en fait, c'est autant crédible que le scammer qui fait de la merde, tu vois. Donc, mais pourtant, les gens accordent du crédit à ça, et on était en lancement, et on a perdu, je crois, 1 ou 2 clients. Non, on l'a pas perdu, justement. On l'a pas perdu? Non, on l'a pas perdu. Très beau travail. Bravo. Mais même, on a été challengé. Et quand t'es challengé par Brut, j'ai envie de dire, à un moment donné, soyons sérieux. Je veux dire, on vous embrasse, Brut, mais c'est de la merde. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est qui sont ces personnes, en fait? Parce que généralement, ces personnes, tu vois, regardent la chaîne d'information, elles vont croire tout ce qu'on leur dit. Et en fait, c'est pas les personnes qui ont pour but eux-mêmes de se challenger dans leur vie, de faire quelque chose, parce que je pense que les gens qui entreprennent, en tout cas, se font leur propre avis, ont une capacité d'analyse qui est plus développée que la moyenne. Et je pense pas que les gens dont on est en train de parler sont des gens qui veulent construire une entreprise, développer quelque chose, changer de vie. Ce sont pas les chips les plus croustillantes du paquet. Exactement. Je pense que ce sont des gens qui se conforment beaucoup, et ça peut être très bien, on peut être très heureux dans cette vie-là. Mais je pense pas du tout que ça soit. Et puis
on n'a pas attendu Brut pour se méfier, tu vois. Moi, quand je voulais me lancer en ligne, je me demandais est-ce que c'était vrai. À l'époque, je voyais des coachs, lui, il fait 20, 30 000. Mais j'y croyais pas. J'ai dit, mais à qui tu vas vendre qui fait 20, 30 000? Je suis dans ma salle de sport. Déjà, les 10K, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais si j'avais écouté mes copains qui me disaient, mais Mathias, mes potes, je me souviens, licence, marketing, bac plus 5. Tu crois que le coco, il va te dire, ouais, c'est vrai, en fait, il y a quand même en ligne une vraie opportunité aujourd'hui, grâce à l'attention et tout. Ça sera un mec en études, ça va rien. Il a 20 000 mais il aurait mieux fait de le mettre sur Facebook Ads. Tu vois, il va jamais dire ça. Donc, c'est que t'es un ami de qualité. Ouais, c'est un ami de qualité. Et heureusement que tu vois, tu grattes, tu regardes et tu comprends. Tu dis, mais non, en fait, oui, bien évidemment, on peut très facilement faire de l'arnaque dans cette industrie, mais quand t'as une vraie compétence, un vrai savoir-faire, je veux dire, les modèles, ils sont incroyables. En fait. Pourquoi arnaquer quand travailler bien, quand t'as des compétences, c'est très bien. En fait, c'est facile. Facile. En tout cas, c'est faisable et agréable. Donc, et moi, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à croire parce que ça fait 20 ans que je suis infopreneur. Et donc, j'ai vu passer des scammers, des machins, etc. Et j'ai toujours du mal à y croire. Les mecs qui font du scam, je dis, mais pourquoi tu fais du scam? C'était con, en fait. Fais ton Webby, fais ton truc. Non, mais les gens font les gens, je pense qu'ils font pas du scam. Je pense qu'en fait, ils font du scam malgré eux. C'est nous rentrons dans nouvelle philosophie. Nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Le scammer malgré lui. Parce que qu'est-ce que le scam? Où sont les limites du scam? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on entend, en fait, tu montes un business, tu fais 5 000 euros par mois et après, tu peux promettre aux gens qu'ils peuvent faire 5 000 euros par mois avec leur business. Est-ce que c'est du scam? Certains vont dire que oui, moi je dis que oui, par exemple. Et alors je te pose une autre question. Ça m'encourage à te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui lance un business pour dire je vais t'apprendre à lancer un business, c'est à peu près la même chose, alors qu'ils n'ont pas lancer autre chose dans une autre thématique. Par exemple, toi, t'es legit, t'as fait de la vente dans le coaching sportif. Tu vois, donc tu peux dire, je vais t'apprendre à vendre. Mais quelqu'un qui lance, je vais t'apprendre à lancer un business, mais ils ont gagné de l'argent que en faisant ce business. Est-ce que c'est scam ou pas scam? En fait, pour moi, c'est scam, bien évidemment, au début, tu vois. Et surtout qu'il y en a beaucoup dans cette industrie qui, en plus, vont mentir sur leurs chiffres. Ça veut dire que c'est le double combo. C'est, je dis que je fais 100K par mois pour que les gens me croient. Et à terme, dans 2 ans, 3 ans, il aura peut-être suffisamment de data pour être legit. Donc, tu vois, ce truc du fake it until you make it, c'est que tu peux être un scammer pendant 3 ans et après, au final, t'es plus un scammer. Tu vois. Et moi-même, tu vois, plus jeune, je vais pas dire j'ai contribué à ça parce que c'était pas le même modèle, mais moi j'ai lancé une formation de closing très vite grand public. Au début, je commençais à placer les gens, puis après ça a pris énormément d'ampleur. Donc je suis parti sur de l'affiliation où très clairement, si tu trouves pas de travail, tu peux recommander le programme de closing à d'autres personnes. Tu vois, tu le fais et puis ça prend une ampleur où après ça dépend de tes valeurs et ta colonne vertébrale. Te dire c'est légit d'un point de vue en fait. Il y a rien d'illégitime. T'étais un gros vendeur System.io. Ouais. Sur l'affiliation, justement, tu vois. Ouais, j'ai un souvenir, justement, dans System.io, parce qu'il y a un classement. Des affiliés. Number et je me one. souviens, t'étais vachement haut. Number one, pendant 2 ans. Et donc, tu vois, moi-même, ça, c'est un truc qui m'a dépassé. Parce qu'il y a une question qui est les erreurs, les trucs. Donc, tu vois, à un moment, et c'est d'ailleurs l'un des objets de ma séparation, il y a un moment, le programme marche très bien, tu fais de l'argent, mais tu te rends compte que dans l'opportunité que tu crées, affiliation, programme de closing, setting qui marche très bien à ce moment T, les mecs qui se pointent en live, ils commencent à être de plus en plus bêtes. Les gars ont de plus en plus vu un objet brillant. Et en fait, tu te dis, mais le pourcentage de mecs qui ont de la transformation dans le programme, elle est de combien? Ok, machine arrière, on ferme le programme, je refais autre chose. Tu vois, et je pense que si toi, t'as pas de valeur, t'as pas une colonne vertébrale solide, toi, tu peux complètement continuer dans cette thématique. Parce que où est le scam au final? T'apprends une vraie compétence, il y a vraiment quelque chose, mais c'est plus profond que ça. C'est est-ce que t'apportes une transformation aux gens avec ton expertise? Si la réponse est non, si t'as pas une vraie expertise, que t'apportes pas une vraie transformation, pour moi, t'es dans du scam, surtout quand tu factures des prix extrêmement élevés. Oui, puis au-delà de l'honnêteté intellectuelle, il y a aussi, si t'as un instinct de survie assez développé, tu vois que, attention, tu vas créer les conditions de multiples bad buzz, puisque tu fais rentrer les gens de moins en moins qualifiés, de plus en plus cons, de plus en plus rageux, tu vas créer de plus en plus de plaintes, de plus en plus de visibilité, et tu crées aussi ça. Donc, de toute façon, d'une manière comme d'une autre, peu importe la raison, c'est un moment où il faut transiter ou changer, quoi. Ouais, et puis, tu vois, dans ce truc-là dont on a parlé, qui est les croissances exponentielles que certains ont pu vivre, parce qu'on peut très vite dire, ouais, j'ai acheté un accompagnement chez lui, c'est un scammer, etc. Il y a aussi, la position de la personne, c'est que c'est très facile de dire, lui, c'est un scammer
quand t'as pas fait le job, t'as même pas ouvert les modules de formation. Et je pense qu'il y a aussi l'autre côté où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très bons en communication, qui connaissent des croissances exponentielles et qui dans leur système d'accompagnement n'arrivent pas à suivre. Et donc déjà tous les business qui font plus de 100 000 euros par mois, etc. Si t'as pas des entrepreneurs aguerris qui systématisent bien leur accompagnement, etc. Il y a de fortes chances que tu te retrouves dans un programme tout pourri où au final personne n'a de temps ni d'énergie pour toi. Et alors est-ce que c'est du scam encore une fois? Tout dépend de la valeur perçue. Au final, t'as vendu un vrai programme, mais tu vois, c'est vrai parce que ça demande pas les mêmes qualités. Hein. C'est comme quand les gens votent pour le président de la République. Et le mec, il s'est fait élire, mais c'est ce qui va dire qu'il est bon derrière dans les livraisons. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Tu peux être excellent en marketing, mais un mauvais formateur. Et il y a beaucoup de bons formateurs qui sont mauvais en marketing et eux galèrent. Et quand tu, justement, fais rentrer du monde, tu peux plus être le formateur principal. Oui. Donc, à qui est-ce que tu délègues? Comment est-ce que c'est structuré? Comment est-ce que tu maintiens ton niveau de qualité d'accompagnement? Ça, c'est des vrais sujets, tu vois. Totalement. Totalement. Oui, c'est vrai que la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir sont deux choses complètement différentes. Et on s'en rend pas compte qu'en se dans ce genre de business, on pourrait être étonné de dire, il y a la partie marketing, puis après, t'inquiète, je gère. Il y a des lives tous les lundis, t'inquiète. Mais c'est pour ça qu'on fait un métier difficile pour durer. Tu vois. Parce que si tu prends je reprends l'exemple des élections du président de la République. Se faire élire, ça demande un travail monumental, une énergie de dingue pour gagner, tu vois. Mais en fait, t'as gagné. Donc ça y est, c'est la fin du game. T'as gagné. Oh non, vas-y, c'est relou. Et ces gens-là, normalement, ils sont repartis pour faire une autre élection. C'est ça qui les fait kiffer, tu vois. C'est des chasseurs. Et donc, quand tu fais ça une fois, tu te fais éclater. Enfin, on a vu quelques présidents quand même qui derrière ont du mal à livrer. Beaucoup. Et c'est pareil chez les formateurs. Donc ça peut durer qu'un temps en fait. Et c'est pour ça que c'est très dur dans notre métier de durer. C'est parce qu'en fait, il faut être bon en vente. Donc, atteindre la gagne, mais surtout après, pour pas disparaître, faut continuer, faut livrer en fait. Et que tes clients soient contents, le disent, et surtout pas avoir de bad buzz. Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu as déjà refusé de vendre quelque chose parce que le produit était mauvais ou intrinsèquement des personnes que tu as coachées en disant non mais là tu fais de la merde, ce que tu fais c'est pas ouf, on arrête de travailler ensemble? Là aujourd'hui, la seule chose que je refuse de vendre, très clairement, c'est tous les gens qui me disent moi, je suis en difficulté financièrement et mes closers, ils ont cette règle parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis pressé et financièrement, c'est difficile. C'est beaucoup de red flag. Donc, en fait, ces gens-là, loin, parce que c'est des gens qui vont se plaindre d'ici le mois prochain, qu'on met dans une difficulté financière pas possible. Voilà, ça et vendre mon temps qui est, je refuse énormément si je suis pas sûr de la personne que je prends et que je vois pas très clairement ce que je vais lui apporter là comme ça. Je suis pas certain, je prends pas. Et puis surtout en plus tu es marié, enfin t'es en couple, t'as un enfant aussi. Donc le perso maintenant ça a pris une place importante pour toi. Ouais, et puis même je suis plus dans la même situation financière que quand j'avais tu vois. Je pense que ça change aussi, c'est orientez-vous vers des gens qui ont déjà réussi parce que même s'il y a des petits jeunes qui peuvent être très intelligents et qui sont très smart et qui peuvent accompagner, je dis pas le contraire. Je dis juste que quand t'es jeune, t'es dans une position où t'as besoin de faire rentrer de l'argent et c'est totalement normal. Là aujourd'hui, comme je dis, tout ce qui me prend de l'énergie, je ne veux pas et c'est pas le paiement de XYZ qui va changer ma life. Sûr. C'est plus un business d'opportunité parce que je pense que même à ta place, si t'étais pas vraiment dans une véritable vocation, ça fait longtemps que t'aurais arrêté, tu serais ici en train de faire autre chose. Bien sûr. Tu vois. Si on se casse la tête à faire ça, je pense qu'il y a de la vocation quand même derrière. Non, mais c'est clair. C'est clair. Sur le high ticket, l'économie des coachs, il y a beaucoup de fantasmes et on est souvent pas très bien vu malheureusement en France avec, comme on disait en introduction, avec l'idée sur l'argent, et sur tout ce qu'on fait. Sur le modèle high ticket, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce marché? Ça a commencé autour, on disait 2018-2019, il fallait vendre cher, machin, ça a un peu stabilisé, on a eu des n'importe quoi en termes de prix. Des fois, il y avait t'as suivi la mode des coachings à 100K, 200K, 1 million. Les coachings à 1 million. Il y a eu des problèmes avec les coachings à 1 million. Je me souviens qu'il y avait même un business d'affiliation là-dedans où dans ce coaching à 1 million, tu pouvais ramener des mecs à 100K et t'étais, ouais. Je me souviens de cette époque, Comment il s'appelle? T'es sûr que tu veux qu'on donne le prénom? Il a eu des problèmes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Le marché, son évolution, on est un peu sorti du n'importe quoi. Je pense que personne a vraiment la réponse et je pense qu'en fait, le besoin de gagner de l'argent, de perdre du poids, c'est des besoins qui sont intemporels. Je pense que dans la transformation, de manière générale, les gens sont en train de résoudre un problème profond quand ils payent cher. On en a parlé.
En Oui. fait, tu vois, c'est plus profond que simplement je Oui. paye l'accompagnement. En fait, tu payes le changement et c'est plus pour toi que tu payes cher que pour le formateur. Et je pense que, en fait, ce modèle high ticket, il disparaîtra jamais pour moi et que, bon, à moins qu'on vienne me donner des arguments contraires, je pense que c'est encore de belles années devant soi, mais de plus en plus compliqué avec des gens de plus en plus sceptiques et surtout des modèles des livraisons qui vont devoir être de plus en plus quali, étudiés parce que la concurrence se fait rude. Mais c'est ça, justement, c'est une question qu'on avait, c'est est-ce que le marché du coaching en ligne, il est saturé? Est-ce que c'est encore possible de se faire une place au soleil? Tout le monde dit, c'est saturé, c'est saturé. Moi, ça fait longtemps que j'entends ça. 20 ans. Moi, en 2020, je me disais, mais c'est pas saturé déjà? Et en fait, combien de nouvelles personnes aujourd'hui veulent gagner de l'argent et lancer un business en ligne? Il y en a plus qu'avant, en fait. Parce que les gens sont encore plus éduqués. Donc certes, l'offre est plus importante qu'avant, mais la demande est plus importante ici. Si tu fais un petit audit avec Claude, il va te dire que l'expansion du coaching en ligne, etc., elle va être insane sur les prochaines années. Oui. Moi, je pense que il y a plus de place pour l'amateurisme. Ouais. Mais c'est pas saturé. Ouais, quand on voit les chiffres de la Creator Economy, ça va atteindre les 500 milliards de dollars, un marché à 500 milliards de dollars d'ici 2030 et à 1 trilliard d'ici, je crois, 2036. Enfin, c'est énorme. Donc, effectivement, ça va exploser. Si entre-temps, c'est pas fait tous Défoncé par l'IA. Skyneté par l'IA. Mais ouais, c'est vrai que c'est un très gros marché. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du plafond des 100K. Quand tu passes à 100K par mois, c'est pas le même système de livraison et t'as intérêt à être bien solide sur tes appuis. C'est quoi la différence entre un coach qui fait 100K et par mois et un coach qui fait 10K par mois? Il y a quand même un gros delta entre 10 et 100 et qu'il y a quand même, pour moi, au milieu, il y a le 50K, tu vois. Ouais. Et après, ça dépend du modèle, à combien tu vends, qu'est-ce que tu vends. Ouais, c'est plus de l'étiquette. Voilà, si je vends closing. un programme à 10 000, 20 000, bah, je peux totalement prendre 10 clients, moi, en autonomie et avoir un business qui repose sur moi. Mais de manière globale, de 0 à 10K, ce qu'il te faut, c'est des skills. Quand tu commences à passer 30, 50 000, c'est des équipes qu'il te faut et des systèmes, tu vois. Donc ça fait skills, système, équipe. Tu travailles avec une grosse équipe aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, je travaille avec une toute petite équipe Ouais. que je prends le temps de former tous les jours, avec qui je passe du temps. On a une équipe de... Alors, si je compte tout le monde, on est plus d'une dizaine de personnes. Mais si je parle de mes sales, ils sont 3-4, tu vois. Ouais. Pas plus. On fait cette observation avec Fabien. On voit les personnes qui ont une belle entreprise, qui est assez rentable, qui fait du chiffre et tout, et surtout de la marge, sont des personnes qui vont avoir des niveaux de stabilité avec des commerciaux internes 3-4. Mais c'est toujours les mêmes, ils ont une bonne relation, ils ont un système d'acquisition qui est assez stable, etc. Parce que le modèle qu'on aime bien, le problème c'est que comme il est générateur de beaucoup d'inscrits, de participants, etc., ça attire aussi plus de commerciaux dont on a besoin, et c'est là où les failles, tu perds le contrôle parfois, et t'as des très mauvaises surprises, quoi. Ça, c'est compliqué, ça, quand on délègue à des closers. Parce que bien évidemment, on aimerait tous pouvoir prendre les appels et échanger avec tout le monde, mais à un certain niveau, c'est pas possible. Et en fait, tu dépends de ce que va dire le mec qui est au téléphone, en fait. Ouais. Donc, quand il y a du volume à gérer, c'est quelque chose de complexe. C'est le produit, le marketing ou la vente qui fait la différence? Le marketing, puisque le produit et la vente est une composante, je dirais, du marketing de manière générale. Et je pense que ceux qui font le plus d'argent, c'est pas les bons vendeurs, c'est les bons marketeurs. Les bons marketeurs font toujours de l'argent. Ouais. C'est la compétence plus que la vente? Bah, pour moi, comme je te dis, la vente, c'est une compétence dans le marketing. Le marketing regroupe justement la vente. Pourquoi je te dis ça? Parce que si t'es bon marketeur, tu vends sur un webinaire en automatique, t'as même pas besoin de closer, ou alors tu mets des closers et les gens ont acheté avant même d'avoir eu une closer au téléphone. Tu leur as déjà vendu le truc en webinaire. Mais ça, justement, c'est en train de changer, hein. Parce que t'as dû connaître cette vague-là, la vague des closers bon de commande, qui closait à 80% et qui était excellent. Ah ouais, ça c'est... Tu vois? Et en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que non, c'est juste que c'était le marché. Le marketing. Le marketing, marché pas éduqué, tu prends un appel, tu closes. Et dire, on a eu des comme ça. Non, mais moi, je close à 90%. Et je close en 15 minutes. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, mais si, tu vas voir et tout. Bah tiens, vas-y, je t'envoie des leads depuis un webinaire. Ah bah il y a eu 0 vente, rien. Pardon, non en fait j'ai pas compris. Elle a arrêté, la meuf, elle a tout arrêté d'ailleurs. Il y a beaucoup de coachs qui viennent et qui pensent non mais moi en fait je vais pas prendre les gens au téléphone, je vais pas parler avec eux. Moi je vends dans l'automatique. Ah ok, donc nous on n'arrive pas à vendre dans l'automatique. Toi tu viens là, tu vas vendre dans l'automatique. C'est vrai, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. Mais on en parlait dans un podcast précédent.
je suis d'accord avec toi sur les marketeurs, c'est ceux qui marchent le mieux, mais on ne pourra plus durer que avec le marketing. Je pense que là, on va devoir devenir excellent aussi en vente. Et tu vois, quand on prend l'exemple de Alex Hormozy, qui est excellent en marketing, mais aussi qui enseigne la vente et qui est excellent en vente. Donc, pourra faire des gros niveaux maintenant, il faudra vraiment savoir gérer les deux, c'est obligatoire. Moi, ce que je pense vraiment pour tenir au-delà du marketing, etc., mais ça va être une composante du marketing, le plus important, ça va être la livraison. En fait, si tu es capable d'afficher des témoignages, des vrais, et de la satisfaction client en masse, ça, c'est le 20-80 qui fait acheter n'importe qui. Ouais. Tu as un avatar spécifique avec un problème spécifique. Si tu vois 10 personnes comme toi, avec la même gueule potentiellement, qui avaient le même problème, qui l'ont réglé, qui disent je suis satisfait, ça vaut tout le marketing du monde. Donc la livraison va être extrêmement importante parce que les gens, maintenant, même 10 témoignages, c'est pas assez. Tu vois, c'est comme 10K, maintenant faut faire 100K, après faut, tu vois, le jet privé, non, faut une soucoupe volante maintenant. Tu vois, je pense vraiment que livraison, témoignage, satisfaction client, pas des témoignages clients UGC. Putain. Ça existe. Mais c'est fini ça maintenant, non? Non, c'est fini, je pense. Ouais, les gens le voient. UGCIA maintenant. Voilà. Alors ça, vous avez vu ça? Crée-moi 20 témoignages clients. Ça, j'ai été choqué. Vous avez vu, il y a ça tournait en masse sur Facebook Ads. C'était un gars qui est content que sa startup qui dit avec cette IA, vous pouvez créer n'importe quelle vidéo sur votre produit, tu vois, en disant mon produit il est super. Mais ça n'a aucun sens. Vous rendez compte que c'est un scam? Ça devrait être interdit. C'est un vrai scam. Ouais. Putain. T'as parlé tout à l'heure, juste en conclusion là-dessus, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis sur la livraison, mais aligner les étoiles, c'est très dur. Hein. Vente, marketing, livraison, parfait alignement au bon moment, au bon endroit, avec la bonne énergie pendant suffisamment longtemps. C'est chaud. Non, c'est chaud parce qu'en fait, t'es obligé de donner ta personne grave. Ouais. Et les gens qui nous insultent sur Internet se rendent pas compte de ce travail. Ouais, parce que c'est trop simple, on gagne trop d'argent et puis il y a pas d'effort derrière, tu comprends. Ils ne voient pas charbonner. En fait, ils ne voient pas tous les problèmes. Ouais, je pense. Tout à l'heure, on parlait d'affiliation. T'as été un top vendeur pour System.io, qui est un super logiciel de marketing. T'as levé le pied sur l'affiliation ou t'as toujours... Non, j'ai complètement levé le pied, exactement pour les raisons que je t'ai données, qui est trop de cassos, tu les cassos. Ça me paraît clair. Je suis désolé, mais en fait, moi, j'en ai souffert dans le sens où je pense apporter une véritable expertise, avoir transmis énormément de savoir à plein de gens qui ont plus trouvé du boulot. Il y a énormément de gens sur le marché du closing qui te diront qu'ils ont été formés par moi il y a quelques années, etc. Mais l'affiliation m'a dégoûté parce que, au final, t'apprends aussi quand tu fais une promesse qui est de gagner de l'argent sans créer de produit, en vendant quelque chose qui existe déjà, etc. Tu te retrouves un peu pris à ton propre piège puisque tu vas avoir les clients que tu mérites quelque part, qui croient en un objet brillant. Et tu vois, ça a duré vraiment 6 mois, cette phase de j'en pouvais plus. Ouais. Donc maintenant, je ne fais plus d'affiliation du tout depuis 2025. Je fais plus du tout d'affi, Ok, plus d'accord. du tout, ça m'a gavé grave. Ok, on sent un besoin chez toi de clarté, de tranquillité. Encore plus maintenant, Ouais. C'est important. On en parlait juste avant, c'est toujours l'image que j'ai eue des produits de vente de closing, des gars qui forment au closing. C'est que, parce que je me suis posé la question à un moment, parce que j'ai fait une école de vente et je me suis dit, j'ai juste à m'en mettre dedans. Et il y avait un truc sur le closing. Mais j'ai dit, mais dans le lot, en fait, tu vas forcément former des gens que tu peux rien faire d'eux. Tu peux rien faire. Donc, en fait, il va dire, tiens, j'étais formé chez Mathias Nézard et tu vois, et il est nul. Donc, en fait, tout le monde pense que Mathias Nézard, il est nul, tu vois. Voilà, exactement. Et en fait, tu portes toute la misère du monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois les gens qui se pointent, tu vois les questions que t'as, tu vois les problèmes des gens. Tu peux rien faire. Je dis non. Mais ce modèle, il existe, hein. C'est-à-dire que la majorité des formations de closing, comme on les voit aujourd'hui, ils sont sur le modèle dont on a parlé là, qui est, tu vois, qui était, en fait, tu vas devenir un bon sales. La première chose, c'est que tu vas aller faire du setting sur notre programme, faire des ventes sur notre programme, et après, maybe, je te place. Et c'est ok parce que, quelque part, moi-même, je l'ai fait, tu vois, et je suis ici en toute transparence. Si tu as des vraies compétences en vente, etc., il n'y a pas besoin de l'affiliation pour te dire que tu as transmis de la valeur aux personnes. Par contre, à grande échelle, en fait, ça devient problématique pour moi. Oui. Et puis aujourd'hui, ça ne marche plus parce qu'on a le MRR. Vous connaissez le MRR? Oui, bien sûr, Mais c'est quoi? Donc, ça veut dire que tu achètes une formation cette fois-ci et tu revends la formation. Donc là, c'est plus de l'affiliation où tu prends un pourcentage. Là, tu prends 100% des gains. Ah, tu revends la formation que tu as achetée? Voilà. Donc là, on parle pas du mensuel recurring revenu. Non. Et c'est ce qui a déjà truc, comme ça, là. C'est ce qui est C'est venu du MLM, en fait. remplacer un peu l'affiliation. C'est que les mecs ils se sont dit mais pourquoi donner des pourcentages? En fait, les gens ils payent une licence et ils revendent
revendent la formation, ils prennent 100%. Et en fait, bah là, t'as 10 000 coachs en marketing digital qui débarquent et qui ont compris comment ça fonctionne et qui peuvent t'aider à développer ton business, tu vois. C'est pyramidal, là, c'est un vrai Ponzi, là. Je sais pas si c'est un Ponzi, mais en tout cas, c'est un modèle qui fonctionne, qui s'éteint maintenant, comme tous les modèles. Oui, c'est une sorte de MLM. C'est quoi la plus-value dans le lot, on va te dire qu'il y a quand même des gens qui ont pris de véritables compétences parce que malgré le modèle économique des 100% de commission, ils apprennent quand même des trucs. Ils apprennent quand même des trucs, tu vois. C'est pour ça que moi, je le dis en toute transparence, mais au final, les gens apprennent des trucs et je connais des gens qui sont passés par cette formation, qui ont investi, qui ont des vrais skills, qui vont développer un business. Tout dépend après, encore une fois. Je pensais que c'était une pâte à chaude s'ils se refilaient et il n'y a pas de valeur créée. Dans 80% des cas, tu vois. Mais il y en a qui arrivent à créer de la valeur avec ça. Il y en a qui arrivent à créer de la valeur, tu vois. Après, encore une fois, c'est toi, comment tu te positionnes, elle est où ta frontière dans tes valeurs, elle est jusqu'où tu peux aller. Est-ce que t'en as rien à foutre qu'il y ait 3000 personnes dans ton programme et qu'au final, il y en ait que 10% qui aient du résultat? Si t'en as rien à foutre, tu t'es aligné avec ce que toi tu fais. Si t'accordes de l'importance aux résultats clients, etc., bah, généralement, je comprends. Tu vois. Toi qui as accompagné plus de 10 000 personnes qui sont passées par tes programmes, c'est quoi le profil type de ceux qui réussissent versus ceux qui réussissent moins? Ceux qui sont dos au mur. Ok, enfin pas le choix. Voilà. Mais pas non plus sur la question de timing. Typiquement, tu vois, pour revenir marché du closing, etc., celle qui cartonnait en affiliation, maman solo. Voilà, la maman solo qui doit s'écouter, qui doit s'occuper de son gosse, qui doit remplir le frigo. C'est une lionne en chasse. Elle va lâcher personne. Elle est là, elle veut réussir sa vie. Et il y en a plein qui étaient dans mes programmes, qui aujourd'hui ont développé leur propre programme, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que la maman solo, par exemple, elle montre des résultats extraordinaires parce que souvent, elle n'a pas le choix. Le mec qui est dans son CDI 35 heures et qui veut faire un revenu complémentaire et que... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, je pense que, encore une fois, c'est est-ce que tu as le choix ou est-ce que tu n'as pas le choix? C'est très, très vrai. Est-ce qu'on a testé des commerciaux qui étaient déjà en poste salarié CDI, tu vois, qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, vraiment très très bons, excellents. Chez nous, rien du tout, pas de follow-up, rien, parce que les mecs, ils ont autre chose. CRM. Ouais, ils ont autre chose. Ils ont autre chose à faire. Pourquoi? Ils ont essayé, ça marche pas, tu vois, pour moi. Et d'autres qui ont rien d'autre, qui ont rien. Ils bossent, quoi. Après, la question, c'est comment est-ce que tu repères quelqu'un qui est entre l'urgence et il a pas le choix et le cassos qui a aucune structure en mode, il a toute sa vie, là, c'était urgent toute sa vie, tu vois. Comment je le repère? Je sais pas s'il y a une façon de le repérer autre qu'en échangeant directement avec lui et en comprenant sa situation, mais en fait, je le vois dans l'implication des programmes, tu vois. Il y a des gens, ils rentrent dans le programme, ils ont acheté, puis le prix du programme n'est pas assez douloureux pour eux. Donc en fait, ils ont toujours pas commencé à consommer l'information. Ils remettent en question ce que tu vas dire. Ouais, mais moi là, j'aurais plus fait comme ça, tu vois. Je pense que ça c'est mieux. J'ai vu des risques comme ça. Tu me fais trop rire. Et puis il s'est jamais pointé au live. Et t'as la nana ou le mec qui t'harcèle, tu vois, qui est là, qui pose des questions, qui est engagé, qui tous les matins c'est le premier qui vient au live. Tu lui dis quelqu'un a des questions. Typiquement, tu vois, moi il y a des lives tous les jours avec chaque membre de mes équipes. Moi je suis présent typiquement le lundi. Et ok les gars, vous avez des questions? Et t'as l'autre, moi j'ai ça comme question, j'ai fait ça, analyse mon profil Instagram et là qu'est-ce qui va pas? Voilà, tu vas réussir toi en fait. C'est juste une question de temps. Si t'absorbes bien le feedback et que tu mets en place, chose pour laquelle je n'ai aucun doute, tu réussis. Comment tu fais pour, petite question, tu vas me coacher, pour recruter des bons commerciaux sans savoir ce qu'ils ont... En fait, nous, on a toujours un sujet, on a travaillé avec des équipes de vente, donc le Zoom s'allume, tu vois, il y a le head of sales qui vient avec sa team, et là, tu sais, on regarde les gens et tu dis, est-ce que lui, il va closer, est-ce que lui, il va pas closer, et tu vois, on se dit, ok, lui, je pense qu'il va closer parce que tac, et en fait, pas du tout, et on se trompe à chaque fois. Est-ce que tu as un truc pour te dire, ok, il y a celui-là, il risque d'être meilleur que les autres? Alors attention, ce que je vais dire, c'est valable pour ma propre activité, petit volume, petite équipe, etc. Tu vois. Première chose que je regarde, c'est en fait dans quelle situation la personne se trouve actuellement. Est-ce que l'opportunité que je lui propose est l'opportunité de sa vie? Parce que qu'elle soit douée et qu'elle soit pas douée, si c'est l'opportunité de sa vie, qu'elle a potentiellement pas grand-chose à manger, que c'est vraiment ce qu'elle veut faire, qu'elle s'est impliquée, qu'elle s'est déjà formée, je sais que cette personne-là va réussir. C'est plus qu'une question de temps. Et
on n'a pas besoin d'être excellent en closing. Nous, on a besoin d'être excellent en marketing pour qu'un closer médiocre fasse le taf. Et souvent, on recherche le meilleur closer, alors qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est juste quelqu'un qui considère parfaitement l'opportunité, qui n'a rien d'autre à côté et qui est loyal par la même occasion et que je sais que je peux garder sur 2, 3, 4 ans. Parce que si moi, je mets mon énergie sur toi pendant 1 an, c'est pas pour que tu me pètes entre les mains l'année d'après. Donc, je veux savoir, c'est pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Et extraction de valeur, quelles sont les valeurs de cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de loyal, d'engagé? Est-ce qu'elle reflète ce que je veux dans mon entreprise? Et généralement, j'ai aucun autre critère. Donc, typiquement, mon petit cheat code, c'est je prends des gens qui sont issus de mon accompagnement. J'ai eu la chance d'avoir un gros incubateur, closer, setter, etc. pendant une période. J'ai des gens après qui ont développé leur propre programme, qui n'y arrivent pas forcément et qui viennent me voir. Moi, je veux développer l'opportunité, setting, closing. Viens en live pendant 1 mois à 9h du matin avec le manager de ma sales team. Et déjà, si elle vient 1 mois en live, elle est présente, elle met aucune absence, etc. Bon signe. Parce qu'elle peut être nulle. Les closers qui sont bons, ils deviennent nuls. Les gens qui sont nuls au démarrage et qui prennent le feedback, qui en sont conscients, ils deviennent bons. Et j'ai pas besoin que tu sois excellente, j'ai juste besoin que tu deviennes bonne. Donc, je suis vraiment là-dedans avec des tests qui est quelle est la régularité? Est-ce que ça suit les process? Est-ce que ça fait exactement ce qu'on demande? Est-ce que c'est impliqué à 200%? Si oui, le niveau, il viendra après. C'est vraiment mon truc, en fait, pour petites équipes. Et je pense avoir la chance aujourd'hui d'avoir une sales team et des gens genre je sais que vous pouvez essayer de les démarcher. Alors, jamais ils vont aller chez vous, en fait. On a une relation et on s'apporte quelque chose entre nous qui va au-delà du business et tout ça. Et voilà, ça va, tu vois, ça va au-delà de simplement le business. Est-ce que tu vas closer aujourd'hui ou autre? Ils viennent ici prendre des vacances, ils connaissent ma vie. Moi, je connais leur vie aussi, tu vois. Je porte une responsabilité vis-à-vis d'eux. L'autre, elle doit payer son loyer, tu vois. Donc moi, j'ai plus besoin de payer mon loyer, mais elle a besoin de manger, elle a besoin que j'envoie du lead le mois prochain. Et elle est consciente que moi, j'ai plus besoin de ça et que si je le fais, c'est pour moi, mais aussi pour elle. Il y a un échange commun. Et donc, on est dans un objectif commun, en fait. Tout le monde s'entraide, les gens sont loyaux, portent le même objectif et c'est ça qui fait vraiment la différence. Très, très intéressant. Oui. Très intéressant. On prend des notes pour mettre en place pour notre prochain événement. Tout autre sujet, on se voit ici à l'île Maurice. Donc, nous, on a quitté la France, toi aussi, il y a 4 ans maintenant. Pourquoi ce choix? Parce que j'avais pas l'anus assez large. Pour te donner la raison concrète. Non, je plaisante et je plaisante pas à la fois. Non, il y a plusieurs raisons. Première, c'est parce que on est dans un modèle en France où on détruit les entrepreneurs, tu vois. Faut pas se le cacher. Je pense que la France est un super pays pour commencer à entreprendre, tester des choses. Mais à partir du moment où tu veux vraiment créer de la valeur, sans même parler de fiscalité, ok, je parle de l'environnement. Tu sais, je parle avec des gens qui sont de mes équipes et qui sont en France versus ceux qui ont bougé grâce à l'argent qu'ils gagnent. Les problèmes sont pas les mêmes, quoi. Ils sont, pour beaucoup, ils sont dans un environnement qui est assez toxique, qui est assez nocif en termes de fréquentation, en termes de temps. Tu vois, quand tu te lèves et qu'il fait ciel bleu 365 jours quasiment dans l'année. Alors moi personnellement, je suis quelqu'un sur qui le temps a un impact de ouf, mais le mood n'est pas du tout le même, la vie n'est pas du tout le même, et je sors de tous les parasites. Donc je sais plus c'était quoi la question. Pourquoi t'as bougé? Pourquoi il en a gros. Non, mais je pense que en fait c'est compliqué quand t'entreprends. La France n'est pas un modèle fait pour les entrepreneurs. Donc si à un moment tu commences à vouloir t'émanciper, beaucoup t'émanciper, il faut partir, il faut changer de cadre, il faut changer d'environnement. Je pense que tu vis dans un quartier, juste tu quittes ton quartier, déjà tu vas grandir. Ensuite, tu quittes la région dans laquelle t'es, tu vas exploser. Tu quittes la France, ça c'est terminé. Ton émancipation, elle va être juste incroyable. Donc je crois beaucoup dans ce... Tu sais, je suis sûr qu'en France, là on n'était pas, mais avec la guerre en Iran, je suis sûr que tu vas au centre commercial, à la boulangerie... Putain, la gars, c'est la guerre en Iran, tout ça. Va vite faire ton plein d'essence parce que il y avoir des problèmes sur le baril de pétrole. Donc les gens ils courent comme des cons. Le prix il augmente, mais le prix il augmente parce qu'en fait tu cours tous, tu vois. Alors qu'ici la guerre en Iran, mais tout le monde s'en bat. Tu vois, personne n'en parle. Nous on pourrait être un minimum impacté et tout, mais tu parles avec des Mauriciens. On va parler de bouffe, de femmes. Tu vois, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui a raison quelque part, tu vois. C'est un vrai
à débat, encore une fois. Tu vois, on dit pas qu'on s'en fout de la guerre dans le monde ou autre. Non, bien sûr. Mais Non, mais c'est beaucoup mieux ici, c'est beaucoup plus tranquille. mais c'est même pas Quand que tu c'est prends beaucoup ta mieux, voiture ici, tu vois les gens, ils sont gentils, ils sourient. Enfin, ça n'a rien à voir avec la France. mais c'est même pas. Enfin, Tu moi, vois, pour rien au monde, pour rien au monde, j'échange ma place, genre. Vraiment. Ouais. pour combien? Non, pour rien au monde. Parce qu'il y a une question. Ouais, c'est Vraiment. Je t'ai loupé, il y avait une question au début. Ouais, il y a une je t'ai question à un loupé. moment donné. Ah oui, c'est ça, c'est la première question. Si demain on t'offre une place, il faut pour Mathias faire un Ouais. gros ticket quand même. Ouais. Allez, Directeur commercial. directeur commercial, tu prends 300K par mois. Ok. Est-ce que tu... Non, encore moins maintenant que je vis à Maurice. Je veux dire pourquoi? Parce que je vais faire quoi de l'argent? Genre, tu vois, je vais faire quoi de l'argent? Je vais en faire quoi? Tu vois, là ce soir, on va aller marcher, on va aller voir un sunset. On est tous à égalité quand on va aller marcher au bord de la plage, etc. Je peux manger au resto tous les midis, tous les matins si j'ai envie. Après, si je prends une Porsche 911 ici, typiquement, elle va se retrouver cassée d'ici très peu de temps. et puis même, tu vois, je vais en acheter combien? Je vais en acheter 4. Pourquoi? Non, je vais faire quoi de ça? En fait, au final, l'argent, c'est bien, je pense, jusqu'à un certain niveau. Et souvent, on perd ce truc-là parce que c'est très addictif. Ça pourra faire office d'un prochain sujet, mais 300K par mois, je vais rien faire des 300K par mois. En fait, ils vont juste me stresser. Ouais. Je vais me demander où est-ce que je dois les investir. Où est-ce que je dois les investir. ouais. Puis je vais regarder le S&P 500 et les annonces de Trump à la télé en disant putain de merde. Tu vois? Donc, non, je crois pas. Ah ouais, c'est très précieux l'équilibre que tu as ici. Pourquoi l'île Maurice et pas autre chose, par exemple Andorre, Dubaï. ou Dubaï. Oui, tiens, Dubaï, tiens. Bah, plusieurs choses. Bon, déjà, ma femme est mauricienne. Oui, bon, c'est déjà donc une ça joue un- beaucoup. Ouais, Et tu c'est sais pas quoi? mal. La rue dans laquelle j'ai travaillé en Allemagne, c'était un restaurant qui s'appelait Vapiano à la Rudolfplatz. La rue s'appelait Mauritiusstraße. Ah ouais? Ah, Je me suis incroyable. rendu compte après. Tu vois, comme quoi, Incroyable. genre, c'est un truc de fou parce que ma femme, j'ai pas rencontré ici, hein, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré très, très jeune. Donc, je pense que Maurice était pour moi une forme de destinée et c'est la vie que je recherche. J'ai toujours, ouais, je pense qu'en tant qu'homme, c'est important. On est encore plus dans cette société actuelle à devoir mettre sa famille à l'abri quelque part, porter la responsabilité de pouvoir Bien donner sûr. à manger, donner un toit. La vie sûr. est de plus en plus chère, les salaires n'augmentent pas forcément. Donc, t'es très jeune et encore plus aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus triste. Hein. Très jeune, il faut faire de l'argent en fait là maintenant. Il faut faire de l'argent parce que c'est pas une question de est-ce que t'aimes l'argent ou t'aimes pas l'argent. C'est juste si tu veux pas manger des croquettes, fais de l'argent tout de suite. Et après, quand t'as fait de l'argent, tu te rends compte que c'est un trou noir ce truc et qui s'apporte plus de problèmes ou de stress qu'autre chose. Donc, tu vas à Dubaï, c'est très stimulant, c'est très bien, ça donne envie d'entreprendre, tu côtoies des gens très intelligents. Tu y vas un peu? Ouais, j'y vais un peu. Typiquement, j'ai j'ai une petite vie à Dubaï, mais j'y vais vraiment un petit peu quand il fait trop chaud ici pour me restimuler, Ouais. là, pas perdre le fil non plus parce qu'ici tu peux t'endormir. Mais je suis venu ici parce que la vie est simple, j'ai pas besoin de plus. Qu'est-ce qui se passe si demain tout ça s'arrête et qu'il y a une coupure d'internet ou autre? Bah, au final, il se passe que, au pire, je dors sur la plage, tu vois. Au pire, tu vois, je dors pas sous un pont à -4 en décembre. Ouais, voilà. c'est ça. Hein, À c'est Porte vrai. de la Chapelle, ouais. Ouais, c'est très juste. Qu'est-ce que ça a changé pour ça, le fait de devenir papa dans toute cette équation? Et question du daron. Ouais. Ça a changé ma perception de pourquoi est-ce que je fais les choses. Où avant, j'étais très personnel et maintenant, je suis plus en mode héritage. Où je pense plus à ce que je vais laisser, à ce qu'elle va pouvoir penser de moi dans les prochaines années, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus concentré sur ce que moi, je pense, ce que ma femme va penser, ce que mes amis vont penser, ce que mes parents vont penser. Maintenant, je pense plus à ce qu'elle va penser et qu'est-ce qui va se passer après moi, tu vois. Qu'est-ce qu'elle va se dire quand on va voir ce podcast? Elle va se dire, c'est un daron. C'est un ouf, mon daron. Excellent. Un entrepreneur français qui démarre aujourd'hui, il monte sa boîte en France ou il part directement? Non, il monte sa boîte en France dans un premier temps parce que la France, je répète, est un très bon pays pour essayer les choses. Le statut micro-entreprise, à moins que ça change. Et je vois que, encore une fois. Ils ont essayé, hein. Ouais, Ils ont essayé, c'est fou, là. mais- À chaque fois, ils essaient de toucher à ça, mais c'est le dernier rempart. Et ouais, parce qu'on est dans un pays, tu vois, au contrario des États-Unis, où c'est l'État qui doit prendre en charge. Et je pense que c'est très bien pour une catégorie de personnes qui n'a pas envie de se faire chier comme nous dans leur vie, qui n'ont Ouais, pas les ouais. mêmes moteurs, qui sont pas drivés de la même façon. Donc, la France, ça peut être un super paradis fiscal pour les chômeurs, mais pour ceux Ou une belle-mère qui- un peu trop présente. Voilà. Mais si tu veux entreprendre, la France te laisse quand même l'opportunité de tester, faire des choses à partir du moment où tu veux t'émanciper et que tu as vu
Parce que c'est quand même incroyable de vivre dans un pays où tu peux te dire, je vais me mettre au chômage. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et développer mon business pendant 1 an. Ouais. Genre, Ouais. tu vois, c'est quand Je sais même... pas, moi, ça me paraît lunaire. J'ai jamais touché à toutes ces Bah, drogues socialistes, donc genre- moi, je suis resté clean toute ma vie sur ces sujets. Donc pour moi, c'est un concept. Donc, Ouais, mais après, t'as raison. Même, non, mais même pour moi, tu vois, genre, j'ai refusé quand j'ai quitté mon job pour me lancer en ligne, etc. Post-Covid. Genre, j'ai du chômage qui m'attend en France. Je ne le toucherai jamais parce que c'est dans ma mentalité, c'est une culture, c'est comme ça. Mais je pense que pour certaines personnes, ça convient très bien. Donc, entreprenez en France, commencez. Moi, Ok. je vais pas pousser les gens à prendre trop de risques et partir parce que mine de rien, quand T'es tu quand même quelqu'un de prudent, hein, je m'en rends compte. bah, en fait, je Ou pense responsable. Non, ouais, je pense que je pense qu'en grandissant, je me rends compte qu'on a quand même un impact au vu de notre notoriété à tous et de notre peut-être des fois aura ou autorité sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va dire, ça va être pris très au sérieux par des jeunes. Et j'ai pas envie de dire, vas-y, quitte ton pays, c'est de la merde. Nanana, genre, Ouais. j'ai dit, t'es sûr que tu veux te mettre dans ces problèmes parce que moi j'ai souffert dans ce parcours. Ouais, bah, Je c'est souhaite pas pas la tout même repos, hein. souffrance aux gens, tu vois. Ouais, et c'est pas c'est fait dur, pour hein. tout le monde, donc moi je serais plus et c'est peut-être une erreur, mais va tranquille, fais test, un peu de sécurité, voilà. Mais Ouais, tu Voilà. pousses pas non plus. et pour au autant, je te truc, dis quoi. que il faut être dos au mur pour réussir. Tu vois, après c'est toi, t'en fais ce que tu veux. Ouais, de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de réussir. Parce que quand tu vois, tu dis c'est un paradis fiscal pour ceux qui branlent rien. Ouais. Sauf que tu vois la courbe du PIB par habitant, elle est plate. Bah ouais, Tu vois. Bah ouais. Donc, dans 30 ans, si elle continue à être plate, le reste du monde, il continue à progresser. Bah oui, Donc, à un moment, l'inflation, je vois pas à quel moment elle va s'arrêter, tu vois. C'est ça. Surtout avec l'intelligence artificielle. Eh bien, merci de me faire cette passe décisive, puisque c'est l'objet de ma première question. Mais peut-être que tu voulais compléter ta Non, réflexion. allons-y. Allons-y. L'IA va changer quoi dans la vente, mais dans la vie aussi, dans le business? Il y a les chatbots, il y a les vidéos personnalisées, on a parlé du GCIA, les closers IA dans 5 ans. Est-ce que ton métier, est-ce que nos métiers existent encore? Ouais, Parce ouais, que bien t'es fini sûr. dans 5 ans. Non. Parce qu'on vient d'avoir un invité il y a pas longtemps. Ouais. Qui va nous dire que Il a dit, les gars, profitez. ouais, mais en fait, si t'es dans un job où t'apportes aucune valeur ajoutée et que tu fais du traitement de texte, si on parle de la majorité des fonctionnaires que je respecte beaucoup, il y a beaucoup de ces personnes-là, quand tu regardes le système français et même l'école blanche, je parle pas que des fonctionnaires, ils vont se faire défoncer par l'intelligence artificielle. Je vois pas comment, dans l'économie actuelle, on va pas à un moment remplacer tout ce qui peut être remplaçable. Juste, tu regardes Pôle emploi ou le service des impôts, maintenant tu toques, il y a plus personne pour te pointer. Tout commence à être en ligne progressivement. Donc je pense que l'IA va éteindre la majorité des métiers, mais par contre, quand il y a une culture qui s'impose, il y a toujours une contre-culture qui vient en parallèle. Et tu vois, cette ère du setting IA, même du closing IA, j'y crois parce que moi-même, j'utilise l'IA et l'intelligence artificielle pour nous donner de la puissance, mais j'ai un setter qui parle avec tout le monde à la main et qui fait un audio. Et je peux te dire que dans la tête des gens, ça fait toute la différence Et si- d'avoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui parle avec toi. Parce Ouais. qu'on est dans un métier où on vend des transformations. Les gens ne veulent pas confier leurs émotions à des IA. Et je pense qu'il faut tout de suite repérer où est-ce que les gens n'ont pas envie T'es que sûr de ça l'IA se mette. T'es sûr de Ouais. ça? Ouais. Parce que moi, je trouve que l'IA, elle comprend mieux les gens que les gens eux-mêmes. Et donc, du coup, les gens, je Ouais. pense qu'ils vont... Tu sais, le film Her, Ouais. voilà. Et ben, pour moi, je trouve on va vraiment là-dedans. C'est-à-dire que tu seras plus à l'aise d'avoir un closer IA qui va t'écouter. Tu vois? Mhm. Est-ce que derrière, après, il y aura de la performance? Je pense que oui, parce que l'IA, elle va remettre, mais je pense que les gens seront plus capables de s'ouvrir à une IA. Parce que déjà, ils veulent pas s'ouvrir à tout le monde, à n'importe quel humain. Mais là, s'ouvrir à un robot Ouais. qui en plus te pose des bonnes questions. Et en fait, c'est pas tant que tu as besoin de t'ouvrir à quelqu'un, c'est plutôt que les questions qu'on te pose, qu'est-ce qu'elles te font ressortir chez toi, tu vois. Ouais, mais à partir du moment où tu sais que le prompt, il est travaillé par un mec qui a qu'un objectif, c'est que ça signe à la fin et que t'en es conscient, je pense que t'aimeras plus parler avec l'IA comme aujourd'hui quand tu parles avec un chat GPT parce que t'as des problèmes un peu psychologiques et que t'as compris que c'était un yes man qui allait aller toujours dans ton sens. Plus tu le fais, plus ça Ouais, perd de l'impact. Ouais. Donc, le Ouais. setting, typiquement, si tu as l'impression que c'est un humain, je veux bien que ça donne de la puissance et jusqu'à un certain niveau, il y a des fois, c'est même mieux de parler à une IA et d'automatiser. Genre, typiquement, les approches, tu vois, t'as un nouveau follower qui rentre, il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise à ce qu'on vienne pas leur casser les couilles avec un humain et de cliquer sur 3 boutons, ManyChat, oui, je veux ça, oui, je veux ça. Quand Ouais. il s'agit de donner 2000, 3000, 5000 euros parce qu'on a une douleur profonde et qu'on veut changer et qu'in fine, c'est un humain qui va délivrer,
je pense que les gens auront du mal à faire confiance à une IA qui, elle, in fine, elle est paramétrée pour te close l'IA. Ouais. Tu vois, elle n'a pas la notion rejet, ce n'est pas fait pour toi. Ouais. Elle est faite pour mets-moi un close de 100% sur chacun des leads. Oui, mais dans ce cas, c'est pareil pour un humain. Tu sais que le commercial que tu as au téléphone, il est pas là pour passer du temps avec toi, il est là pour te closer. Oui, mais tout dépend justement l'humain que tu arrives à avoir. C'est-à-dire que si tu as un humain qui est pas là pour ça, c'est là où ça devient bon. Ouais. Faut voir, tu vois. J'aimerais te faire expérience sociale en direct dans ce podcast. J'aimerais te faire écouter un audio de 15 secondes. J'aime bien ce que tu en penses. Ouais, salut Kevin, c'est Alexandre. Je vais te confier un truc. Je suis candidat LFI dans la circonscription de Maurice. Et je voulais te proposer de m'aider à automatiser ma campagne. Même Fabien n'est pas au courant. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Quelle est la question? C'est pas moi qui parle. C'est pas toi qui parles. Non, tu vois, c'est ça qui est... Mais, comme je te dis, je veux bien un premier message, etc. Pas de souci. Maintenant, on se fait une visio, pas de souci. L'IA, tu te pointes même en visio, c'est l'IA. Le mec, il rentre dans le programme, il sait que c'est plus toi. C'est l'IA Refound. Non, mais c'est fort. C'est fort. Mais je pense. Ouais, franchement, en fait, non, mais c'est fort jusqu'au jour où tu sais que c'est pas toi. Je sais pas. Moi, je me pose vraiment la question. Vraiment. Tu sais, il y a un truc en ce moment maintenant dans les trends, dans les zooms aux US maintenant, quand il y a des gens qui ont des doutes, on leur demande mets 3 doigts devant ton visage parce qu'il y a des gens qui ont des, c'est anti-scam. Ouais. Ah ouais. Quand tu mets 3 doigts devant le visage, en fait, ça enlève le filtre IA en direct et t'as des scammers, ils raccrochent et tout. Il y a des tests maintenant en direct. Ouais. Ouais, parce que je crois qu'il va y avoir une grande confusion. Parce que moi, quand j'écoute ça, la première fois, c'est Fabien qui m'en envoie un et je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Délire, tu vois, genre. Et après, mais vraiment, tu vois, même moi, j'ai fait écouter à ma femme, mais pourquoi il dit ça? C'est genre, et même toi, on se connaît pas encore intimement, mais toi, tu me dis, du coup, qu'est-ce que tu me veux? C'est pas moi, en fait, qui parle. Ouais, non, mais je comprends, mais tu vois, encore une fois, l'IA, là, t'as parlé des scammers, etc., l'histoire des 3 doigts. Qu'est-ce qui va se passer dans notre industrie de manière générale quand tu connais l'espèce humaine? Cette puissance qu'on a tous entre les mains, est-ce qu'elle va être utilisée à des fins bénéfiques, majoritairement? Toi qui connais comme toujours. Donc, en fait, on va amplifier la résistance que les gens peuvent avoir et le niveau de méfiance. Donc, à terme, on voudra payer pour aller marcher là autour du lac et parler à un vrai humain, moi je pense. Mais complètement, ça c'est vrai, c'est vrai. En fait, on aura peut-être un label. I'm a human, ok. Viens, on va marcher. Oui, ça fait 100 €. Moi, je suis sûr que ça arrivera. C'est possible. Si tu auras un label comme les boulangers ou pâtissiers, restaurateurs qui font du fait maison, tu sais, tu auras un label. Nous, on est des humains, des vrais, tu vois. Mais je t'amène à la plage, bon, c'est 10K. Mais j'en suis sûr. Et je pense que même l'artisanat, tu vois. C'est ça, artisanat, c'est si t'es bon, que t'as une compétence rare, etc. Et je pense que, ouais, bien sûr, il y aura le business IA, on se fera pour beaucoup remplacer. Ça, c'est une certitude. Mais tous ceux qui ont un vrai savoir-faire humain, ça va être très recherché. Infopreneur artisanal, le prochain trend des 5 prochaines années. Et attends, je termine juste parce que dans cette croissance, nous on pense à nous on est vieux déjà entre guillemets, tu vois. La génération, la génération qui arrive 10, 20 ans, est-ce qu'elle va développer un savoir-faire artisanal comme nous on l'a pu le faire, en sachant qu'on leur met l'IA directement dans les mains. Donc tu comprends à quel point l'humain va prendre de la valeur parce que ça va disparaître l'humain qui a une compétence pure humaine. C'est une très bonne réflexion, ça vaut exercice du bac philosophique. Vous avez 4 heures. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce que là, les natives, ce qu'on appelait les natifs digitaux, sont encore à peu près dans la même époque que nous, mais les prochains qui seront IA digitaux, IA natifs, pardon, là, on n'a plus les mêmes humains finalement. Ouais. Pas tout à fait. En tout cas. La vraie question qu'on peut se poser, c'est nous sommes des êtres sociaux, tu vois. Donc en fait, on est avec nos congénères, tu vois, et on aime ça. Est-ce que c'est vraiment ça le besoin ou est-ce que c'est ce que les autres nous apportent? Donc en fait, l'IA peut très bien remplacer un congénère, tu vois. En fait, je sais pas dire parce que je sais pas jusqu'à quel niveau ça va aller. Tu sais, on parle d'IA qui vont être hyper intelligentes émotionnellement. Je trouve qu'on est encore un peu limité pour imaginer, mais après, ça se trouve à un certain niveau d'intelligence émotionnelle, relationnelle. Bon, en fait, t'as plus envie de parler à un humain, tu vois. Ça peut, mais tu choisis il y les gens aura à qui tu veux parler. Mais il y aura toujours, tu vois, là, on se touche, on est là, on est ensemble. Je pense que culture contre culture, quoi qu'il arrive aussi. Après, moi, je vais vous faire une petite confession. Donc, hier, moi, j'ai parlé à mon psy.
Parce qu'il y a un truc qui nous est arrivé et ça m'a perturbé émotionnellement, tu vois. Et je fais une confession à caméra, mais le premier réflexe, si j'en ai pas parlé à ma femme, j'aurais d'abord parlé à ChatGPT pour qu'il m'aide à traverser, tu vois, la frustration émotionnelle du moment. Je vais pas faire chier ma femme, je dis, elle est à la plage avec les enfants. Et ça m'a aidé, tu vois. Et mon réflexe, c'est putain, ça m'a fait du bien alors que j'ai conscience que c'est un putain d'algo qui va dans mon sens, qui va confirmer mes biais, qui va aller tellement... Mais, tu vois, ça m'a soulagé. Sur le moment, j'ai dit, putain, c'est vrai que ça m'aide, tu vois. mais tout le monde est comme ça. Tu sais, je crois, on a dit, il y a plein de gens, ils sont prêts à montrer leur message, leur téléphone portable, leur historique. Mais quand il s'agit de montrer leur chat GPT, non. Mais je pense que le premier step, tu vois, c'est comme dans le setting. La démarche, elle peut être très intéressante pour le premier pas, avec de l'automatisme, parce que t'es pas face à ce sentiment de réciprocité d'un humain qui va te casser les couilles. Donc, je pense que le premier step, mais in fine, tu vas avoir un psychologue parce que tu te dis, il y a une limite encore. Je suis pas sûr. Sur le psy, je suis pas sûr. Je sais pas. Si tu l'incarnes bien avec une bonne voix, avec une bonne image et que vraiment le truc est fluide, franchement, je donne. C'est pas évident de savoir. Surtout, même regarde, pour nous, dans nos programmes, je pense que l'IA, quand on va l'intégrer dans nos programmes seront encore meilleurs. Bah, bien sûr, non, mais c'est un amplificateur. Je dis pas, tu vois. Après, ça revient à ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on pense comme ça, mais ceux qui vont naître avec l'IA, etc., ils auront pas connu l'importance de l'humain, les échanges comme on a pu l'avoir, ils auront pas le même passif. Donc, ça se trouve, eux, ils auront aucun mal à ne parler qu'avavec des robots sans comprendre la plus-value que tu peux avoir sur un humain. Et tu vois, encore une fois. C'est fou, hein, c'est une vraie question intéressante. Je m'étais pas encore posé parce que moi, je ne suis qu'un homme limité. Donc, je vois que mes 5 prochaines années, avec l'IA, les discussions du moment, mais ce truc-là de AI native, c'est un vrai sujet en psychologie, je pense. Mathias, pour finir sur ce podcast, j'aime bien faire mon journaliste en carton. Tu dirais que c'est quoi ta plus grosse erreur business dans ton parcours? Bah, franchement, c'est avec les 3 actions à faire, c'est la question la plus dure pour moi. Je vois pas d'erreur en fait dans mon parcours parce que toutes les erreurs que tu fais restent un apprentissage, tu vois. Et je le vois vraiment comme ça. Donc quand tu me dis erreur, la seule erreur que je pense avoir faite, c'est dans les associations et les personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer. J'ai collaboré avec des gens en sachant pertinemment que ça n'avait pas forcément marché. Et ça, après, dans les relations humaines, dans ce que ça laisse comme séquelles, etc., ça peut être un peu compliqué à gérer, tu vois. Je pense que c'est ma plus grosse erreur. Ok, très bien. Merci d'être venu. Plaisir. Merci Mathias. Merci de m'avoir invité, c'était super cool les gars. Merci. C'est un vrai plaisir. Et puis rendez-vous dans quelques années pour voir où tout ça nous a mené. Yes. Salut. Salut tout le monde.